Noël, un moment privilégié pour se rassembler avec les gens qu'on aime. Noël est aussi le moment où des secrets de famille troublants peuvent être révélés. Lors de ces moments riches en émotions, il est possible que notre côté obscur ressurgisse. Cette semaine, nous proposons 3 histoires troublantes qui vous feront remettre en question cette fête sacrée. Vous verrez que Noël n'est pas toujours la fête de l'amour. Ici Simon Predge. Émile Gauthier Et Sébastien Lévesque, et vous écoutez le spécial Noël de Distorsion et Ars Moriendi. Sébastien Lévesque, Simon Predge, comment ça va les gars? Ça va bien, et toi, Émile? Ça va très bien parce que ce soir, on a encore... Noël! Oui, exactement. C'est un spécial Noël. On sait qu'on a fait un spécial Halloween avec Simon Predge aussi d'Ars Moriendi un peu plus tôt là, cette saison-ci. Et puis, il y a tellement eu une bonne réaction. Oui. En fait, les gens ont même voulu qu'on engage Simon comme employé temps plein là, de Distorsion. Et puis, on récidive pour un spécial Noël pour briser vos âmes d'enfants encore une fois. Simon, comment ça va, toi? Ah, c'est Noël dans mon cœur, dans ma tête, dans ma maison. Quelle belle période de fête! Oui, hein? Mais moi, je suis un tripeux de Noël. Fait que ah ouais, moi aussi, je te comprends. Ah ouais, mais je pense que moi, j'ai été élevé par la TV, là. Oui. Je pense que c'est ma nostalgie de ces moments passés devant la télé qui fait que j'aime autant Noël. Mais Noël, c'est tellement de choses, c'est tellement du bon temps passé en famille, puis tout ça. Puis tu sais, Noël, tout le monde est stressé, tout le monde court dans les magasins, il va fou, il se tape sa gueule pour des rabais, c'est le trafic partout, il fait fret, il y a de la slotch, on dépense trop ses cadeaux. Bref, j'adore ça. Puis, dis-nous donc, qu'est-ce qui se passe avec Ars Moriendi, là, parce que là, t'étais en pause pendant toute l'automne, mais tu reviens en janvier. Ah, ça s'en vient et je suis tellement excité, presque autant qu'avec Noël. Non, également avec Noël. Mais on est de retour, donc, le 17 janvier à choc.ca. Donc, j'ai pas précisé, mais donc, le mercredi 17, l'épisode va être diffusé en direct sur choc.ca et c'est le lendemain, assez tôt le matin, qui va être disponible en téléchargement. Donc, si vous voulez l'entendre avant tout le monde, il faudra écouter live sur choc.ca. Ça va être à 10h les mercredis, 2 fois par mois. Donc, on revient. Je suis très excité par ma 2e saison. J'ai trouvé des histoires qui, moi, m'ont jeté à terre. Puis, on s'éloigne un peu aussi des tueurs en série. C'est plus une thématique de la famille, la communauté. Je pense que ça va être bien intéressant. Puis, tu sais, j'ai des comédiens des fois qui viennent. Là, on pousse encore. Je me suis dit, OK, on va aller encore plus loin. Puis j'ai quelques épisodes de reconstitution avec énormément de comédiens. On va revivre ces dernières journées fatidiques. Parce que je pense que ça va être bien le fun. Je suis bien excité de revenir. On enregistre très bientôt tout ça. Ben, on a bien hâte, nous autres. Vraiment, nous. Seb, tu nous as dégoté une bière spéciale là, pour Noël. Oui, c'est la Winter Ale de Granville Island de Vancouver, une bière canadienne. En fait, on essaie de trouver une bière de Noël. Elle a des goûts de cacao. Elle est chocolatée. C'est une petite bière brune de 5,5% d'alcool. C'est vraiment intéressant comme bière. Je vous dirais, si vous aimez le goût de cacao et un peu de la brune, je vous dirais que c'est quand même un parfait mélange. J'ai été un peu, pas sceptique, mais je suis pas un fan nécessairement habituellement de bière au cacao. Et celle-là, je la trouve quand même agréable en bouche. Dans le temps de Noël, on peut se permettre une petite folie comme ça. Oui, c'est aussi ça, la magie de Noël. Oui. On vous rappelle que si vous voulez encourager le show et nous faire une tournée de bière, vous pouvez vous rendre au distorsionpodcast.com. Dans l'onglet tournée de bière, vous pouvez choisir un don et même nous suggérer une bière de votre région si vous voulez qu'on la boive. Oh yeah.
Et même concept un peu qu'à l'Halloween, ce soir, chers amis, donc on vous propose 3 histoires qu'on s'est pas dit à chacun d'entre nous. Donc encore une fois, c'est une surprise, c'est pas stagé. On va déballer nos histoires ensemble. On va déballer nos histoires ensemble. Et puis, la dernière fois, on avait fait un certain ordre. On avait gardé Simon en sandwich entre nous deux, Seb, et j'avais terminé l'émission, toi t'avais commencé, et là on va inverser, donc je vais commencer, et puis Simon va toujours rester au show entre nous deux. C'est parfait, moi j'adore être au show entre deux beaux bears. Et Seb va terminer avec une histoire qui risque d'être assez effrayante. Oh oui. Donc l'épisode de ce soir est 18 ans et plus, ça risque d'être assez quand même... perturbant, mais c'est aussi ça, la magie de Noël. Oui, exactement. Donc, sans plus tarder, les amis, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans ce spécial Noël de Distorsion et d'Ars Moriendi? Oui, monsieur. Yes, sir, madame. Vous, les gars, est-ce que vous avez des grandes familles? Oui, quand même, je te dirais, j'ai plusieurs frères et sœurs, donc, mais on essaie quand même de condenser ça en quelques jours pour les fêtes, en fait. C'est un peu le but de ta question, mais oui, j'ai 6 frères et sœurs. Wow. On est quand même, sont jumelles, toutes les familles reconstituées, là, donc voilà. Et toi, moi, ça s'est rapetissé avec le temps, beaucoup. Il y a des gens qui sont morts dans ta famille? Il y a beaucoup de décédés dans ma famille. Pour les vrai? familles ont rapetissé. En fait, c'est pas les plus jeunes, mais non, ok. Moi, il fut un temps, on organisait le party des préjants, puis on se ramassait 100 personnes au chalet, grosse épluchette. Mais avec le temps, les familles ont rapetissé. Les plus jeunes n'ont pas fait autant d'enfants qu'on le voudrait. Moi, je n'ai qu'un seul frère, 4 ans plus jeune. Ni lui ni moi ont des enfants. Donc, du côté à mon père, c'est très tranquille. Du côté à ma mère... Oh, je vais le dire, moi je trouve ça bien drôle. Il y a eu de la chicane de famille au décès de ma grand-mère. Oui, ça arrive souvent au décès, moi aussi. Mais je le dis pour une raison, c'est que cette année, on se retrouve et on fait un gros party. On va être une vingtaine pour la première fois depuis au moins 10 ans. Donc, mais il reste que de mon côté, c'est plus tranquille. Ça se réduit d'année en année. Et toi, mon cher? Moi, en fait, j'ai pas une très grande famille rapprochée, je dirais, mais dans chez mes parents, la famille à mon père, à ma mère, tout ça, c'est quand même des grandes familles. Mais on le sait, en fait, Noël, c'est aussi le moment où les secrets de famille parfois ressurgissent. Surtout dans les grandes familles, c'est là que justement on se rend compte que parfois il y a des tensions dans des familles, puis que ça peut un peu mal tourner. Donc mon histoire est un peu sous ce thème-là, et elle se nomme le portrait de famille. Des émotions fortes de Noël. Et là, en fait, je vais mettre mon chapeau de Ars Moriendi ce soir, parce que mon histoire pourrait très bien là, figurer dans un des épisodes de Simon. Ouais, je te watch, je vole pas mon concept. Le tout se déroule en 1929 en Caroline du Nord, dans le comté très rural de Stokes. Un monsieur du nom de Charlie Lawson possède un lot de 200 acres où il cultive le tabac avec sa famille. Bon, à cette époque, il y a quand même énormément de culture de tabac qui se faisait aux États-Unis. La famille Lawson est composée de 9 membres, dont Charlie, le père, mais aussi sa femme Fanny. Il y a aussi sa fille Marie, qui est âgée de 17 ans, Arthur, qui est âgé de 16 ans, Carrie, jeune fille de 12 ans, Mabel, qui a 7 ans, James, de 4 ans, et Raymond, de 2 ans. Ah, et sans oublier la jeune Marie-Lou, de 4 mois. Oh, okay. Donc, tous ces gens-là vont quand même jouer un rôle important dans l'histoire, mais vous n'avez pas besoin de retenir nécessairement tous ces noms-là. La famille mène une vie normale de classe moyenne, bien que la culture du tabac marche bien financièrement. Il reste que les temps sont durs sur la ferme, surtout à cette époque-là, dans les années 20. On se rappelle là, qu'il y a à cette époque-là, il y a eu une grosse crise financière. Oui, c'est vrai, sûr. effectivement. Exactement. Et subvenir aux besoins d'une grande famille comme celle des Lawson, c'est pas une tâche qui est facile. Donc, faut en récolter du tabac. Oui, il y a beaucoup de bouches à nourrir quand même. Oui, et d'autant plus que la famille Lawson comptait 8 enfants. 2 sont malheureusement décédés au fil du temps. Mais en 1929, la famille compte les 9 membres que je vous ai parlé un peu plus tôt. Le jour de Noël 1929, Charlie va faire une action plutôt très inhabituelle à cette époque-là. Il va amener tous les membres de sa famille, donc les 7 enfants ainsi que sa femme Fanny, faire les boutiques pour aller acheter des nouveaux vêtements, des nouveaux habits de Noël. Déjà, c'est quand même quelque chose c'est quand même une action qui est très dispendieuse pour les moyens de l'époque. Ils vont les habiller de la tête aux pieds, et par la suite, encore un fait qui est encore plus
inhabituel, il va les amener dans un studio photo pour prendre un portrait de famille et le faire imprimer. Donc ça, c'est quand même assez inhabituel pour une famille de cette époque-là. Ça coûte très cher faire des photos et imprimer le même jour. Là, c'est pas comme on va chez Jean Coutu et on fait aujourd'hui avec une clé USB. C'est plus complexe. Oui. Et justement pour une famille de cette classe-là, c'est une pratique inhabituelle parce que c'est généralement réservé aux bourgeois. Là. Et je vous montre la photo. Peut-être qu'on pourrait la mettre sur notre site web. Oui. Pardonnez-moi, mais c'est quand même une photo un peu creepy, là. Toute la famille et en fait les photos de cette époque. Oui, ils ont tous l'air creepy. Ont toujours l'air ils sont un peu tous creepy. possédés. Je sais pas si c'est l'effet de la lumière, mais les yeux presque. Personne n'est vraiment à l'aise là, dans cette photo. Et on voit même la jeune Marie-Lou, là, le bébé, est dans les bras de sa mère. Tout le monde est un peu habillé. Personne sourit, c'est personne malaisant. sourit. Mais les photos étaient pas habituelles, hein. C'est pas comme aujourd'hui où on prend des selfies 15 fois par jour. Donc le sourire, tu vois que c'est pas naturel. C'est peut-être la seule photo que ces gens-là ont prise de leur vie. Effectivement. Puis même à l'époque, il y avait quand même un peu cette superstition-là que ça va prenait un peu l'âme. Voilà. Ça, je suis pas sûr que ça c'était très, très éloigné de leur esprit au moment de la prise de photo. Pour vrai, particulièrement, celle-là me rappelle beaucoup les fameuses photos post-mortem aussi qu'il y a eu à une certaine époque, à la Renaissance, quand l'arrivée de la photographie, où on prenait en photo nos décédés pour une dernière photo. Mais c'est des photos de cadavres, c'est terrifiant. Fais pas ça. C'est vrai. Ouais. Oui. On en parlera un jour, Ars Moriendi. Donc, après cette journée-là, à faire les boutiques et à aller au studio photo, prendre cette fameuse photo, la famille Lawson revient chez elle afin de se préparer là, à célébrer Noël tous ensemble. La propriété des Lawson est composée d'une maison principale ainsi que d'une vieille grange pour ranger tout le matériel nécessaire à cultiver le tabac. Donc c'est une petite maison quand même assez sobre. J'ai vu des photos, on a de difficulté à comprendre comment une famille aussi nombreuse pouvait vivre là-dedans, mais c'était le cas à l'époque. Faut se dire qu'en Caroline du Nord, c'est pas le Québec, donc il y a pas de neige là comme ici. Là. C'est quand même on n'a pas besoin d'avoir des murs autant isolés et tout ça. Puis les plus grandes familles habitaient souvent ensemble, très nombreux dans la même maison. Puis on avait les petits-enfants, les enfants, les parents et les grands-parents sous le même toit. Hein. Ça se perd. C'est tous les enfants dans la même chambre parfois même. Oh oui, c'est de l'économie d'échelle. On n'avait pas le choix. Ouais. Exactement. Donc Fanny, en fait, la mère de famille, elle prépare un gâteau dans la cuisine pour Noël, tandis que ses deux filles, Carrie et Mabel, elles décident de se rendre à la maison de leur oncle et de leur tante là, peu avant le souper, afin d'aller faire un petit tour et évidemment éventuellement de rejoindre la famille pour le réveillon. Donc la maison de ses oncles et tantes est à une distance de marche du terrain des Lawson, donc ils habitent vraiment tout près. Alors qu'ils passent devant la grange, parce que pour se rendre à la maison, ils devaient passer devant la grange sur le domaine des Lawson, le père Charlie va pointer un fusil de calibre 12 sur les deux jeunes filles. Il va faire feu sur elles. Soudainement comme ça, tout à fait inhabituel. Alors qu'elles sont encore en vie en train d'agoniser, Charlie va les battre à mort et ranger leur corps dans la grange. Donc déjà là, il y a quelque chose qui cloche. Le Charlie a amené sa famille faire les boutiques, acheter de nouveaux vêtements. Ils ont pris une photo de famille et juste avant de commencer les festivités, Charlie va assassiner froidement ses deux filles. La magie de Noël prend plusieurs formes. Oui, absolument. Par la suite, Charlie va se rendre à la maison principale où les coups de feu n'ont pas été clairement entendus. On est dans une grande propriété. Oui. Bon, des coups de feu, ça peut être un peu banal. Des choses qui arrivent sur une ferme. Et en fait, Charlie va apercevoir sa femme qui est assise près de la porte d'entrée, là, sur le porche. Et même chose, il va lui pointer sa carabine de calibre 12 et il va l'assassiner froidement d'un coup de 12 dans la tête. Le reste de la famille à l'intérieur de la maison commence à paniquer parce que eux, ils ont vraiment entendu les coups de feu. Là. Ça a résonné à l'intérieur de la maison. Sa fille, Marie, va crier de panique et elle sera tout de suite assassinée par Charlie, elle aussi. Donc, il va l'entendre crier, il va rentrer dans la maison, il va lui tirer dessus avec son calibre 12. Ses deux fils, Raymond et James, eux vont s'enfuir dans la maison en courant pour se cacher, mais Charlie, d'une manière froide et insensible, va courir après, il va les retrouver au fond d'une chambre et même chose, il va les assassiner froidement d'un coup de fusil.
La jeune Marie-Lou, 4 mois, sera elle aussi assassinée froidement, Mon Dieu. battue à mort dans son lit. Tabarnouche, hein? C'est pas juste... c'est parce que c'est beaucoup plus impliquant aussi, là, quand on parle du tueur, quand on les bat à mort. Parce que là, c'est pas juste les empoisonner pour qu'ils meurent dans leur sommeil. C'est pas juste les retirer dans la tête de dos pour pas qu'ils s'en rendent compte. Là, ben, les battre à mort, là, il y a clairement une colère, là. Oui, il y a une colère extériorisée, là. Si vous avez fait le compte, messieurs, il manque Arthur, qui est le plus vieux de la famille, qui a 17 ans, qui lui était parti en ville faire des courses. Étrangement, par la suite, lorsqu'on va revenir sur ces événements-là, Arthur était parti au village acheter des munitions de calibre 12 pour son père. Ironique. Donc, son père l'avait envoyé acheter plus de munitions. Lorsqu'il revient à la maison, Arthur remarque le bain de sang qui l'attend dans la maison et il va tout de suite appeler la police. Il va appeler les voisins ainsi que d'autres membres de sa famille. Oui, parce qu'il ne devait pas soupçonner son père, j'imagine. Ben non. Plusieurs villageois aussi là, se regroupent dans la maison des Lawson pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, parce qu'à ce moment-là, on ne retrouve pas le père et on ne retrouve pas les cadavres non plus, on voit juste un bain de sang. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce bordel-là? Quelques heures plus tard, les gens vont entendre un autre coup de feu qui provient de la forêt près de la grange. Donc, un énorme coup de feu, le sourd. Et il y a un des policiers qui va s'y rendre tout de suite et il va découvrir les 8 membres de la famille Lawson disposés au sol, les bras en croix, refermés sur eux, là, sur leur poitrine, avec des pierres sous la tête, un peu pour reposer leur tête. Aussi, on va y découvrir Charlie, qui a mis fin à ses jours via le dernier coup de feu entendu. Mais Charlie, c'est lui qui est allé faire les commissions? Non, ça c'est Arthur. Ah, c'est Arthur, oui, ok, pardon. Charlie, c'est le père, donc. Oui, exactement. On y trouve près du lieu une lettre adressée à ses parents, donc que Charlie a écrit pour ses parents. Le contenu de cette lettre, malheureusement, ne sera jamais dévoilé, même à ce jour. Effectivement. On remarque aussi qu'il y a plusieurs traces de pas en cercle autour d'un arbre, près du lieu où on a trouvé les corps, comme si Charlie avait passé plusieurs heures à marcher autour de l'arbre. Peut-être qu'il réfléchissait, peut-être qu'il avait de la misère à se rendre compte du geste qu'il venait de poser. Et en fait, c'est un peu tout ce qu'on sait, là. Il y a quelques théories qui existent là, pour expliquer le comportement de Charlie ce jour-là, parce que c'est quand même un drame assez important, assez inattendu. Toute la famille est décimée à part Arthur, et Charlie a mis fin à ses jours lui aussi. Mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à tuer sa propre famille comme ça le jour de Noël? Je trouve ça intéressant, par contre, hein, il y a un espèce, tu sais, je disais, bon, il y a une colère à sortir en les battant, mais faut pas négliger le fait, là, que tu dis, il les a bien positionnés dans le bois, il les a couchés, chacun une roche sous la tête comme un oreiller, les bras en croix. Ça démontre un certain respect, là, des membres de sa famille. Ne pas négliger non plus le fait qu'il les a sortis pour une dernière journée du temps des fêtes de magasinage. Bon, ça peut paraître étrange pour certaines personnes, moi le premier, mais il reste que c'est un peu cérémoniel, le magasinage du temps des fêtes, particulièrement à cette époque-là où ils sortaient en famille faire le magasinage des fêtes. C'était une cérémonie, Noël oblige. Donc, il y a tout ça aussi qui démontre, en quelque sorte, l'amour et le respect qu'il y avait pour les membres de sa famille, malgré la colère évidente. C'est assez paradoxal, justement, comme tu l'expliques, Simon. Exact. Il y avait la photo de famille aussi qu'il a fait la même journée. Donc, c'est vraiment étrange parce qu'il a voulu imprimer, je veux dire, ce dernier moment-là, à jamais, si on veut. Exactement. C'est vraiment particulier. On dirait que c'était pas du tout planifié. Je me demande vraiment ce qu'il y avait dans sa tête au moment où ils ont pris la photo. Parce que lui, c'est sûr que c'était préparé tout ça, là, mais les autres membres de sa famille, non. Et ce qui démontre clairement leur absence de sourire, là. Mais en même temps, lui, là, à ce moment-là, il devait vivre, là, je ne veux jamais vivre ce que cet homme-là, Charlie, c'est ça, a eu dans sa tête au moment de prendre cette photo-là. Oui, parce que peut-être que, comme s'il voulait justement immortaliser sa famille vivante dans des beaux habits avant de mettre fin à tout ça, là. Il y a quand même des théories qui existent. Il y a 3 théories principales qui existent pour expliquer potentiellement les agissements de Charlie cette journée-là. La première serait qu'il aurait perdu la carte suite à une blessure à la tête. Alors que Charlie travaillait sur sa ferme là, il y a quelques semaines précédant l'événement,
en creusant un trou, il se serait sévèrement blessé à la tête. Et bien que les médecins n'aient rien décelé à cette époque, même après sa mort, là, ils ont fait un genre d'analyse là, de son cerveau à l'Institut John Hopkins, là, qui est renommé aux États-Unis, puis ils n'ont rien décelé d'anormal, du moins à cette époque-là, au niveau de son cerveau. Précisons que le cerveau est encore un muscle qu'on découvre aujourd'hui puis qu'on ne maîtrise pas, là. Oui, imagine en 1929. Imagine en 1920. Oui. Donc, il semblerait que son comportement n'aurait plus été le même suite à cet incident-là et que vraiment, ça aurait été comme un homme différent là, suite à cette blessure-là. Peut-être que justement, cette blessure a déclenché un problème mental ou une certaine forme là, de folie ou de psychose. Là. Puis il faut pas oublier que parfois les psychoses sont très proches. Ça suffit d'un élément déclencheur qui ouvre la boîte de Pandore un peu. Là. Exactement. Oui, ça t'habite déjà. En fait, généralement, c'est ça. Mais à l'époque, c'était quand même fréquent que des commotions cérébrales ou tout ça peuvent te faire agir d'une manière un peu hors de toi, mais jusqu'à ce point-là, c'est quand même assez particulier. Il y a une autre rumeur qui pourrait expliquer ce comportement-là, c'est qu'il semblerait que Charlie aurait peut-être été témoin d'un crime commis par une organisation criminelle dans sa région et que sa vie aurait été menacée depuis ce temps-là. Donc peut-être qu'il aurait voulu se suicider, mais en amenant sa famille avec lui là, dans le grand voyage, si on veut. Mais il n'y a pas énormément de preuves là, suite à ça. Apparemment qu'il se serait confié à un certain moment, puis c'est ce qu'il aurait expliqué. Mais c'est pas évident. Ça vient peut-être de lui. Ça fait du sens. Les gens étaient religieux beaucoup à l'époque et la croyance du paradis, que tout le monde a une deuxième vie après la mort, c'était présent et existant dans leur tête. Donc, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Oui, exactement. Donc, c'est vrai que ça pourrait expliquer ça s'il y a eu des menaces de mort. Donc, il s'est peut-être dit, je préférerais moi-même gérer ça que eux subissent la mort de criminels. Puis a priori, moi, j'aurais eu tendance à dire, bon, des histoires de conspirationnistes, bon, j'y crois pas. Puis là, tu mentionnes, puis il a mentionné quelque chose comme ça à quelqu'un, puis c'est pour ça qu'on a cette théorie-là. Ça, c'est intéressant, là. Qu'est-ce qu'on sait pas, là, tu sais? Exactement. Il y a une troisième hypothèse, par contre, messieurs, que je veux vous parler, qui est corroborée, en fait, avec plusieurs membres de sa famille et des amis. Il semblerait que Mary, en fait, la plus vieille de ses filles, aurait été enceinte de Charlie. Donc, il y aurait potentiellement inceste au sein de cette famille-là. Ouais. Et que Fanny, sa femme, aurait été au courant, ainsi que Charlie. Il y a des membres de la famille étendue là, qui auraient expliqué que Fanny était mal à l'aise avec la relation que Charlie entretenait avec sa fille Marie. Charlie aurait peut-être même voulu éviter la honte liée à cet inceste, justement en mettant fin à ses jours en même temps qu'à ceux de toute sa famille. Donc, pour protéger un peu le secret familial. Et c'est de là les questions que je vous posais en introduction. C'est peut-être en vue de garder ce grand secret de famille-là que Charlie aurait posé ces gestes-là. Oui, parce que c'était présent à l'époque, je veux dire, l'inceste, c'est pas nouveau de notre époque, c'était seulement moins dénoncé, donc c'est pas quelque chose qui n'est pas plausible du tout, je trouve. Et ne jamais négliger la fierté du nom de famille. Ah oui, oui. Il y a certaines familles, les lignées, c'est important, puis faut que tu respectes le nom de famille, faut que tu fasses attention si t'entaches le nom de famille, ça entache toute la famille, ça entache notre histoire, puis il y a des gens que ça affecte beaucoup plus que d'autres. Ah oui, exact. Par contre, c'est un comportement qui est extrêmement narcissique. Il a fait ça pour se protéger lui, parce que les gens oublient que les gens discutent. Donc, Marie, elle s'était confiée, je crois, à sa tante ou à sa cousine. Puis Charlie peut pas éliminer tous les gens qui savent cette information-là. Donc, Charlie, en éliminant Mary, en éliminant sa femme ainsi que toute sa famille, il prétendait peut-être que, comme ça, l'histoire ne se rendrait jamais. Mais maintenant, en fait, on est en 2017 et puis on discute encore de l'histoire d'inceste de Charlie. Donc, même en éliminant tous ces gens-là, la rumeur ne s'est pas tue. Là. Elle est encore présente. Donc, c'est un comportement là, fortement narcissique à la base. Là. Une rumeur, ça part comme un brasier et ça s'étouffe pas facilement. Exactement. C'est malheureusement tout ce qu'on en sait. Il y a un livre qui a été écrit plus tard, en 1990, à propos de ce massacre, mais peu de nouvelles informations y figurent. Arthur, le seul survivant, malheureusement, va décéder en 1945 d'un accident de voiture. Donc, on a fait un peu le tour. Une des théories aussi nous dit que c'est possible que Charlie ait envoyé Arthur faire ses courses
pour éviter de le confronter au retour. Parce que même lorsqu'on le voit sur la photo de famille, son fils Arthur, à 17 ans, est déjà plus grand que lui et plus imposant. Donc peut-être que pour lui, il le voyait comme un obstacle potentiel. Une menace. Donc en l'envoyant faire des courses, il se disait qu'il avait peut-être le temps de commettre Effectivement. tous ses gestes pendant ce temps-là. Puis à son retour, il y a juste lui à s'occuper, c'est plus facile à gérer, bien sûr. Exactement. Donc, c'est une histoire tragique pour commencer ce spécial Noël, messieurs. Mais on se rend compte qu'en fouillant, lorsqu'on recherche dans la littérature criminelle en lien avec Noël, on se rend compte qu'il y a beaucoup de familicides. Il y a beaucoup de cas où des gens vont éliminer leur famille au complet à Noël. Et il y a plusieurs cas, là, pas juste celui-ci. Non, exact. C'est sûr qu'il n'y a pas juste ces histoires-là criminelles de Noël, mais c'est celle-là qui marque parce que Noël, c'est synonyme de famille, amour, amitié, tout ça. Donc c'est sûr que ça, c'est les histoires que les journaux, les médias vont ressortir le plus. C'est pour ça que c'est ceux-là qu'on connaît puis qui survivent à travers les générations. T'sais. Mais le moment est choisi. C'est pas naïf lorsque les criminels choisissent. Il y a un symbole, il y a une symbolique en arrière de ça. Ce cas-là a été énormément médiatisé. Il y a même eu des articles dans le New York Times suivant ce massacre. Et la demeure des Lawson est devenue pendant un certain temps un certain genre de musée où même le gâteau que Fanny préparait dans la journée était exposé. Et on raconte même que des visiteurs volaient des morceaux, là, des raisins ou des genres de bonbons qui étaient sur le gâteau en guise de souvenir. Donc c'est un peu creepy. Ça c'est classique. Classique. C'est J'ai d'ailleurs... Spoiler alert. Non, mais j'ai d'ailleurs quelques histoires qui démontrent ça dans ma prochaine saison. Les gens sont curieux, ils veulent des souvenirs. J'en dis pas plus, mais croyez-moi, dès le premier épisode. À l'époque, ils pouvaient pas les vendre sur eBay. Non, mais exactement. Donc, ça démontre bien que c'est pas l'appât du gain qui les intéresse, mais vraiment, on veut un souvenir d'une tragédie. C'est très morbide. Et puis, par la suite, le domaine des Lawson aurait été démoli. Mais même encore aujourd'hui, ce serait un lieu là fortement visité par les amateurs de phénomènes paranormaux. Apparemment que même des gens auraient vu ou entendu les fantômes de la famille Lawson dans les bois. J'en doute même pas. Je roule les yeux, aurait été commis. J'aime ça, les fantômes. Moi aussi, mais faut être sceptique quand même. Hein? Donc, j'ai brisé la glace, messieurs. Avec grand plaisir. Histoire, et donc, beaucoup de violence. Et on va passer le micro à Simon pour la suite. Donc moi aussi j'ai une histoire familiale. On mentionnait à quel point Noël est un berceau d'histoire, de tragédie familiale. Moi aussi ça va dans cette même veine-là. Mon titre c'est La disparition des enfants Sodder. Donc, George Sodder naît à Tula, une commune italienne de la province de Sassari, en 1895. Ça se trouve dans la région de Sardaigne, en Italie. Il va émigrer aux États-Unis avec sa famille à l'âge de 13 ans. On en sait très peu des raisons qui l'ont poussé à quitter. C'est pas très important. Donc, il s'est trouvé un emploi sur les chemins de fer en Pennsylvanie. Par la suite, il y a eu des emplois plus permanents, surtout comme chauffeur. Éventuellement, il va lancer sa compagnie de camionnage en Virginie pour les mines de charbon surtout. Jenny Cipriani est une fille de propriétaire de magasin, elle aussi immigrante italienne. Les deux se rencontrent, se marient, ils s'installent ensemble dans la région de Fayetteville, dont la population est en grande majorité constituée d'immigrants italiens. Ils s'achètent une petite maison en bois à environ 3 km de la grande ville, en région plus banlieue, je dirais. Et ils vont éventuellement profiter de leur terrain et s'occuper de quelques vaches, quelques poulets. La compagnie de George est prospère et le couple devient vite considéré comme une des plus respectables petites familles du coin. Ils sont de classe moyenne, mais sont très appréciés par la communauté. Toutefois, George a des opinions très tranchées sur de nombreux sujets et il n'hésite pas à les exprimer, ce qui plaît pas toujours à tout le monde. En particulier, son opposition au dictateur italien Benito Mussolini. On connaît bien l'histoire de Mussolini aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une autre histoire. Hein? C'est l'information qu'on a vient des médias, vient de la désinformation. Donc, les conversations politiques avec les voisins se terminent souvent en grand débat, presque en chicane. Mais bon, George est une bonne personne. Les gens l'aiment bien malgré tout. À chacun ses opinions politiques, surtout qu'avec ce qu'on sait, donc, George avait pas tort.
Le couple va avoir plusieurs enfants ensemble. La dernière, Sylvia, naît en 1943. À ce moment-là, leur fils aîné, Joe, a déjà quitté la maison familiale pour combattre durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'année suivante que le dictateur Mussolini est d'ailleurs exécuté. Malheureusement, les critiques négatives et je dirais même agressives de George à son sujet a déjà fait son travail et laissé un goût amer à plusieurs personnes de son entourage. Par exemple, en octobre 1945, un vendeur en assurance qui fait du porte-à-porte avertit George violemment suite à une dispute que sa maison partira en fumée et que ses enfants allaient périr. Donc, George a attribué ces menaces à la colère causée par ses commentaires mordants qu'il a fait sur Mussolini. T'sais. Quoi qu'il en soit, la famille Sauder vit une petite vie tranquille, une vie qui semble a priori sans histoire, mais tout ça a changé le soir de la veille de Noël 1945. Marion est la fille aînée de la famille. Elle travaille dans une espèce de magasin général où on trouve un peu de tout. Elle surprend ses 3 plus jeunes sœurs à la veille de Noël en leur offrant à chacune un cadeau, des jouets qu'elle a achetés au magasin où elle travaille. Donc Martha, 12 ans, Jenny, 8 ans et Betty, 5 ans. Évidemment, c'est le soir de la veille de Noël. Les enfants ont tous reçu plein de cadeaux, des jouets, sont surexcités. Donc ils demandent à la mère, à la fin de la soirée, s'ils peuvent se coucher un peu plus tard qu'à l'habitude pour continuer à jouer un peu avec leurs cadeaux. Comment dire non, le soir de Noël. Donc, il est environ 22 heures quand la mère accepte que les enfants veillent un peu plus tard, du moins tant que leurs frères plus âgés sont debout avec eux. Donc, on a Maurice, 14 ans, Louis, 9 ans, et ils reçoivent comme corvée de faire entrer les vaches et nourrir les poules avant d'aller au lit. Le père Sauder, son fils John de 23 ans et George Junior, 16 ans, ont passé la journée à travailler, alors ils sont déjà au lit à ce moment-là, complètement épuisés. Donc, après avoir permis aux enfants de veiller un peu plus tard, leur rappeler leur corvée, la mère Sauder monte à l'étage avec Sylvia, qui n'a que 2 ans, pour se coucher. Vers minuit 30, Jenny, la mère, est réveillée par le téléphone. Elle se lève et descend au premier pour répondre. À l'autre bout du fil, c'est une femme dont elle ne reconnaît pas la voix. La femme demande pour parler à quelqu'un que Jenny ne connaît pas. Ça semble être une erreur, puis elle entend des rires qui lui semblent étranges en arrière, des tintements de verre de vin. Donc elle répond simplement qu'elle a fait un mauvais numéro et raccroche, convaincue d'avoir été niaisée par des gens sur le party. Elle n'a fait pas tout un cas, retourne se coucher. Mais en chemin, elle va remarquer que la lumière du salon est toujours allumée et que les rideaux sont encore ouverts. Normalement, ses enfants s'en occupent, mais dans l'excitation, ils ont dû oublier. Donc d'ailleurs, Marion s'est endormie sur le divan. Donc, elle présume que les autres sont montés dans leur chambre qui se trouve au grenier. Elle ferme le rideau, ferme les lumières et va dormir. Mais Jenny est réveillée à nouveau, vers 1h du matin, par un objet tombé sur le toit. Le bruit fait un gros boom, puis un roulement comme si une grosse balle était tombée pour ensuite rouler jusqu'en bas. C'est un poum, ça tombe en bas du toit. Est-ce le Père Noël? Bon, comme elle n'entend aucun autre son par la suite, elle se rendort à nouveau. À peine 30 minutes plus tard, elle se réveille pour une 3e fois, et là, ça sent la fumée. Elle se lève et constate que la chambre servant de bureau à George, le père, elle est en feu. Les flammes semblent partir de la boîte électrique. Ni une ni deux, elle se réveille. Elle réveille George qui va ensuite réveiller d'urgence les autres. Donc, les 2 parents et 4 de leurs enfants, Marion, Sylvia et les 2 fils aînés s'échappent de la maison en hurlant aux autres enfants de sortir. Mais étrangement, ils n'obtiennent aucune réponse. Sur le coup, ils croient que les enfants sont sûrement déjà sortis à l'extérieur. Mais lorsqu'ils constatent qu'ils n'y sont pas, George retourne à l'intérieur pour aller les chercher, mais le feu bloque le chemin vers le grenier. L'escalier est la proie des flammes. Ce que George va raconter à la police lors du premier interrogatoire, c'est qu'il est monté au grenier pour alerter les enfants, mais il va plus tard changer son histoire pour dire qu'il n'avait pas pu monter et qu'il n'avait que hurlé pour les alerter, qu'il les avait pas vus en réalité. Est-ce une erreur causée par l'excitation traumatique du moment? C'est fort possible, c'est difficile à dire. Peut-être qu'il ne se sentait juste trop coupable de ne pas avoir fait plus pour les sauver. On ne sait pas.
Évidemment, devant leur maison en flammes, c'est la panique. Ils crient à l'aide dans le voisinage. Ils tentent d'appeler les autorités depuis le téléphone du premier étage, mais la ligne ne fonctionne pas. Marion court donc chez un voisin pour appeler les pompiers. Environ au même moment, un passant voit les flammes à distance et appelle les pompiers depuis une taverne. Pour des raisons mystérieuses, personne n'a réussi à rejoindre les pompiers. Rien ne fonctionne. Les lignes semblent défectueuses, que ce soit chez le voisin ou à la taverne. Finalement, un automobiliste a réussi à les rejoindre depuis le centre-ville, mais il était déjà trop tard. Pendant ce temps, George tente par tous les moyens de sauver les enfants. Ils ont normalement une échelle à côté sur le côté de la maison, mais ils ne la trouvent nulle part. Elle est disparue. Alors nu-pied, il se met à escalader le mur extérieur de la maison et brise une fenêtre du grenier pour entrer, mais il va se blesser au bras avec la fenêtre. Donc il va redescendre. Il va tenter ensuite d'aller chercher son camion pour grimper dessus, pour rejoindre la fenêtre. Mais même s'ils ont travaillé avec le camion toute la journée, ils n'arrivent pas à le démarrer. En colère et d'une tristesse sans nom, là, c'est la veille de Noël, les 6 survivants de la famille Sauder doivent se résoudre à regarder leur maison brûler en entier, impuissants, en moins de 45 minutes. Ils assument que leurs 5 autres enfants ont péri dans l'incendie. Les pompiers, à l'époque, hein, c'était pas comme aujourd'hui. On va y revenir, mais exactement, c'est une autre histoire. J'ai quelques détails à ce sujet, là. Non seulement c'est la veille de Noël, mais en plus, c'est avec la guerre, les pompiers manquent d'effectifs. Donc, en plus, chaque pompier disponible, chacun est chez eux. C'est la veille de Noël. Ils doivent s'appeler individuellement par téléphone pour se faire signe et se rendre ensuite sur les lieux. Donc, résultat, ils arrivent seulement au matin alors que la maison est déjà complètement détruite et que le feu est déjà pratiquement éteint. Le chef des pompiers raconte qu'en plus de la situation problématique, il était dans l'incapacité de conduire le camion et a dû attendre un pompier qui, lui, pouvait le faire. Bref, au moins, fiasco. Au moins, il y a eu l'honnêteté de le dire. Hein. Il aurait pu avoir quelqu'un d'un petit peu plus cocky. Là, alors, je suis correct, là. Exactement. Un des pompiers est le frère de Jenny, la mère de la famille Sauder. Il commence à inspecter les cendres et à 10h ce matin-là, ils annoncent, médusés, qu'ils n'ont retrouvé aucun ossement dans les cendres. Pourtant, tout le monde s'attendait à trouver les os des 5 enfants. Ben oui. Mais pour réduire des ossements en cendres, il faut une température extrêmement élevée, là, et que ce type de feu serait insuffisant pour les faire disparaître. Oui, c'est élevé et très longtemps. Oui, constant. Oui, exact. Oui, exactement. Et là, c'est les ossements de 5 enfants qu'on recherche, pas seulement un, là. Et malgré qu'il soit à l'étage, ça reste une maison assez modeste, là. Donc, la zone de recherche est pas très grande. On comprend pas trop ce qui se passe. Les autorités concluent tout de même que les enfants seraient péris dans les flammes. Oui, surtout à l'époque, hein, je suis même pas sûr qu'on avait cette conclusion-là ou cette hypothèse ou plutôt une théorie là, que l'os, que les os humains prenaient un certain temps, une certaine chaleur pour vraiment se dissoudre complètement. On le sait, mais peut-être pas au niveau de la police. On sait que, d'ailleurs, avec la série Mindhunter, que c'est tout de même assez récent à quel point la science de l'enquête a évolué. Bien sûr, oui. Donc, au niveau de la police, ça semble pas trop être une connaissance, là. Un fait connu, là. Donc, le chef de police demande à George de laisser le site tel quel pour permettre aux enquêteurs de faire leur enquête, ce qui est normal. Mais après 4 jours, Jenny était plus capable de voir les restes de la maison. Ça lui brisait le cœur. Elle pouvait plus le supporter. Alors, pour la calmer, George a recouvert les restes de la maison avec 1,5 mètres de terre à l'aide d'un bulldozer dans le but de convertir le terrain en jardin mémorial pour ses enfants décédés. Quand même. Le coroner conclut le jour suivant que l'incendie était accidentel, causé par un mauvais câblage électrique défectueux. Parmi les jurés, donc, qui en sont venus à cette conclusion, se trouve le vendeur en assurance, qui a lancé des menaces à George peu de temps auparavant, donc prétendant que sa maison allait prendre en feu et que ses enfants allaient périr. Les certificats de décès sont donc produits le 30 décembre. On raconte que George et Jenny sont si démolis de tristesse par les événements qu'ils sont incapables de se déplacer aux funérailles le 2 janvier 1946. Toutefois, les enfants survivants, eux, y ont assisté. Ça fait un temps des fêtes un peu morbide. Hein? Oui, c'est très triste. Et, on va se dire une tragédie. Hein?
Puis la vie continue, hein? Les Soder tentent de se reconstruire et reçoivent les dossiers d'enquête officiels et commencent à se poser des questions sur les résultats. Ils ont plusieurs doutes. Hein? Par exemple, ils se demandent pourquoi, si le feu a été causé par un problème électrique, les lumières de Noël sont restées allumées pendant les premiers stades de l'incendie, quand le courant aurait dû s'éteindre. Puis la fameuse échelle, hein, qu'ils retrouvaient pas lorsqu'ils en avaient besoin pour monter au grenier, finalement, elle a été retrouvée à peine 23 mètres de la maison dans un fossé sur le bord de la route. Tout ça commence à être de plus en plus mystérieux. Le réparateur des lignes téléphoniques a aussi avisé les Soder que la ligne n'avait pas été brûlée par les flammes, comme ils l'ont cru au départ, mais a été coupée volontairement par quelqu'un qui aurait pris la peine de grimper presque 5 mètres dans le poteau de téléphone et a dû s'étirer au maximum pour atteindre le dit câble. Donc, c'est pas ils font lien avec un homme qui a été vu peu de temps avant la tragédie à voler des voisins. Donc, on l'identifie. Il est arrêté et durant l'interrogatoire, le suspect admet être le responsable du vol et admet avoir coupé le câble de téléphone, mais il croyait que c'était le câble électrique. Il nie toute implication dans le feu et prétend qu'il n'y a rien à voir avec ça. Bizarrement, on en sait très peu sur ce suspect, on n'a pas plus de détails, pas même son nom ou les motifs qui l'ont poussé à vouloir couper l'électricité. Donc, ceci étant dit, Jenny Soder a dit en 1968 que si l'homme avait coupé l'électricité ce soir-là, la famille au complet aurait probablement péri dans les flammes en cette veille de Noël fatidique. Donc, depuis, Jenny a beaucoup de misère à accepter le résultat d'enquête qui prétend que toute trace des enfants a été consumée par les flammes. Plusieurs électroménagers ont d'ailleurs survécu aux flammes, encore reconnaissables dans les cendres. Il compare avec les rapports d'un feu similaire dans lequel 7 personnes sont décédées. Les journaux précisent que les squelettes des 7 victimes ont été retrouvés. Donc, elle effectue même ses propres expériences. Elle va brûler des ossements d'animaux pour voir si c'est possible de les consumer en entier. Hein, on s'entend là. Une mère dévouée. Ben oui, vraiment. Ça m'épate, en fait. Elle a beaucoup de... Avoue, hein? T'as rien vu encore. Et finalement, il n'est jamais arrivé. Les os sont toujours restés intacts. D'ailleurs, elle a questionné l'employé du crématorium local qui lui confirme que pour réduire les ossements en cendres, le feu doit être à une température de 1000 degrés Celsius et ce durant un minimum de 2 heures. Incroyable, hein? C'est donc beaucoup plus chaud, beaucoup plus long que le feu de sa maison, là. Oui, c'est pas long de brûler une maison d'un coup, surtout à l'époque. Là, exact. Les matériaux, non, c'est clair. Donc, on parle de... En fait, les rapports disent que la maison brûlait en moins de 45 minutes. Incroyable. Ouais. Donc, on aurait dû retrouver les ossements de ses enfants. Ouais. Puis en 45 minutes, c'est pratiquement impossible là, de brûler un corps. Mais non, il doit même rester de la chair. Tu sais. Oui, juste la quantité d'eau qu'on retrouve dans le corps, ça prend, plusieurs heures. Hein. Exact. Ouais. Donc, bref, on aurait dû retrouver les ossements des enfants. Donc, il se pose des questions aussi au sujet du camion qui voulait pas démarrer. Georges est persuadé qu'il a été trafiqué, peut-être par le même homme qui lui a fait des menaces peu de temps auparavant, ou peut-être par celui qui a coupé les lignes téléphoniques. Mais l'hypothèse que dans l'énervement, Georges et son fils aient simplement noyé le moteur en tentant de le démarrer est quand même pris en considération dans le stress. C'est des choses qui arrivent, là, tu sais. Certaines personnes avancent que l'appel que Jenny a reçu dans la nuit peut avoir un lien aussi avec le feu et la disparition des enfants. Toutefois, la police a éventuellement retracé l'appel et la femme en question a confirmé, on n'a pas plus de détails, que c'était un mauvais numéro. Mais bon, ça semble un peu facile, mais on n'était pas là, on le sait pas. Donc, à l'approche du printemps, la famille a commencé à planter des fleurs sur le site où se trouvait leur maison et Jenny en a pris soin jusqu'à la fin de ses jours. Certains développements de 1946 renforcent encore la croyance que les enfants seraient encore vivants, toutefois, quelque part. Okay. Premièrement, plusieurs preuves supportent la théorie que le feu n'a pas été causé par un problème électrique, mais plutôt délibérément par une personne. Un chauffeur d'autobus traversant Fayetteville tard le soir de la veille de Noël aurait vu des gens lancer des balles en flammes vers la maison. Quelques mois plus tard, donc après la fonte des neiges, Sylvia a même retrouvé dans un buisson une petite balle verte foncée partiellement brûlée. On se souvient que Jenny avait entendu une balle tomber et rouler sur le toit. Donc, hop, on commence à avoir des suspicions. Ils prétendent aussi que le feu aurait parti sur le toit, donc, et non dans la boîte électrique, comme le rapporte l'enquête de la police. Il n'y a malheureusement aucun moyen de le prouver à ce moment-là.
D'autres témoins aussi rapportent avoir vu les enfants. Donc, il y en a eu plusieurs. Donc, une femme, par exemple, qui regardait le feu à distance, prétend avoir vu les enfants en train de regarder le feu depuis la route par la fenêtre d'une voiture. Une seconde femme, elle, prétend leur avoir servi à déjeuner le lendemain matin dans un restaurant d'un aire de repos sur la route. Elle aurait remarqué que la voiture dans laquelle ils sont arrivés était plaquée en Floride. La famille Sauder décide d'engager donc un détective privé pour investiguer un dénommé C.C. Tinsley. Il apprend que le vendeur en assurance qui avait fait des menaces à George, donc comme j'ai mentionné, faisait partie du jury qui a décidé que le feu était accidentel et il en avise les Sauder. Il découvre aussi que c'est faux que les enquêteurs n'ont pas trouvé de reste dans les décombres, que Morris aurait trouvé un cœur et qu'il l'a caché dans une boîte métallique pour l'enterrer plus tard en secret. Donc, Morris aurait confessé la chose à un pasteur local qui l'a confirmé. Là, ça commence à devenir très étrange. Les Sauder sont donc allés confronter Morris avec cette découverte. Il a accepté de montrer au couple où il a enterré sa boîte. Ils l'ont fait examiner et ce que la boîte contenait, et finalement, c'était juste un foie de bœuf, pourtant très frais, qui n'avait pas été exposé au feu. Bon là, qu'est-ce qui se passe? Ça devient de plus en plus bizarre. Des rumeurs ont commencé à circuler disant que Morris avait lui-même mis le foie de bœuf dans une boîte dans le but de l'enterrer sur le terrain en espérant que les Sauder le trouvent et croient que les enfants seraient bel et bien péris dans le feu. Hey, c'est naïf un petit peu. Oui, c'est très naïf. C'est très naïf. Incroyable. Mais il reste que c'est un drôle de move. On se pose beaucoup de questions. Ben oui, pourquoi c'est pas naïf? Le geste n'est pas naïf. Non, c'est ça. Donc, tous ces doutes ont commencé à vraiment affecter la famille de manière incontrôlable. Par exemple, quand George voyait une fille dans un magazine qui ressemblait à un de ses enfants, il tentait de les retracer. C'est rendu à ce point-là. Le cas qu'on connaît est en fait une ballerine de New York qui a vu dans un magazine. Elle ressemblait à une de ses filles, Betty. Il l'a conduit jusqu'à New York, à l'école de danse, et il a demandé à voir la ballerine en question, mais il semblait très nerveux, presque hystérique, alors on lui a refusé. Il a tenté d'inviter aussi, ça je vais couper un peu, mais je vais pas donner tous les détails, même si c'est très intéressant, mais c'est très technique. Mais il a tenté d'inviter le FBI à investiguer aussi dans ce qu'il considérait être peut-être un kidnapping. Et c'est le directeur de l'époque, G. Edgar Hoover, quand même, qui lui a répondu dans une lettre expliquant qu'il aurait aimé participer au dossier, mais que ça fait pas partie de la juridiction du FBI et qu'il aurait fallu que la police locale les invite, ce qu'ils n'ont pas fait. En août 49, donc, George réussit à convaincre un pathologiste de Washington, Oscar Hunter, de superviser des recherches sur le site de l'ancienne maison. On a retrouvé quelques artefacts appartenant aux enfants, mais surtout quelques fragments d'os, des vertèbres humaines, pour être plus précis. Ils ont été envoyés à l'Institut Smithsonian, qui ont confirmé que c'était des vertèbres lombaires, toutes de la même personne. Sans tomber dans les détails trop scientifiques et complexes, là, ils en ont déduit qu'ils appartenaient à une personne entre 16 et 17 ans. Donc, comme l'enfant disparu le plus vieux avait 14 ans, il croit que c'est peu probable que ce soit les os d'un enfant. De plus, les vertèbres n'avaient aucune trace de brûlure, mais tous ont admis que c'était très étrange que ce soit les seuls ossements retrouvés sur le site. Donc, si les enfants étaient morts dans les flammes, c'est sûr qu'on aurait retrouvé le squelette intact. Donc, ils en ont conclu que les ossements provenaient probablement d'un tas de terre que George aurait mis sur les cendres avec le fameux bulldozer. Supposément que Tinsley avait réussi à confirmer que les os provenaient d'un cimetière local. Je ne sais pas comment tu fais ça. Donc, sans s'expliquer comment ils auraient pu se rendre jusque-là. Donc, peut-être que, bon, on sait pas où il a pris la terre. Il y a une zone grise ici. Incroyable, mais bon. la mise en scène, hein? Planifiée. C'est incroyable, hein? En septembre 49, donc, les vertèbres ont été retournés à la famille Sauder et on ignore où ils sont aujourd'hui. L'enquête de la famille, donc, attire l'attention des médias et la législature de la Virginie, éventuellement. Et ils ont tenu 2 audiences sur l'affaire en 1950. Malheureusement, à cause de l'état du dossier, ils ont décidé de fermer le dossier. L'affaire étant, selon eux, sans espoir. Case closed. Même le FBI a admis l'hypothèse de kidnapping, mais ont eux aussi abandonné l'affaire après 2 ans d'enquête.
Éventuellement, donc, les Sauder, n'ayant plus de recours légal, vont finalement offrir une rançon de 5000 $, imprimer des affiches avec les photos des enfants à quiconque pourrait fournir des informations menant à la résolution de l'enquête. La rançon a été éventuellement doublée et en 1952, ils posent un panneau d'affichage sur leur terrain avec les mêmes informations. La pancarte devient avec le temps comme un monument de Fayetteville. Évidemment, de nouvelles personnes rapportent avoir vu les enfants et sont légion. Ok, il y a eu beaucoup de monde, notamment Ida Crutchfield, propriétaire d'un hôtel, qui prétend les avoir vus une semaine après le drame. Ah, oui. Elle raconte une situation quand même assez mystérieuse. Les enfants seraient accompagnés de couples d'adultes d'origine italienne. Elle dit aussi qu'elle aurait adressé la parole aux enfants, comme une simple femme ferait gentiment. Et un des hommes le regardait de manière très hostile avant de se retourner avec les enfants et leur parler rapidement en italien. Immédiatement, les enfants se sont refermés sur eux-mêmes, lui ont plus adressé la parole. Donc, mais les autorités n'ont pas trouvé le témoignage crédible et ils l'ont pas pris en considération. George Sauder suivait toujours ses pistes lui-même, allait sur place rencontrer des prétendus témoins. Notamment une femme de Saint-Louis qui disait que Martha était dans un couvent de Saint-Louis. Un patron de bar au Texas qui prétend avoir entendu 2 personnes avec des propos incriminants au sujet du feu. Malheureusement, toutes ces situations-là mènent nulle part et ça fait pas avancer. Rien du tout. Un autre tuyau en 67, et là on parle, il y a d'évolution, il y a un gros écart. En 67 encore, on a d'autres tuyaux, les Sauder vont jusqu'à Houston, et une femme va après qu'elle a écrit que Louis Sauder, un des fils disparus, lui aurait révélé lui-même, donc ça veut dire qu'il aurait survécu, durant une soirée bien arrosée, qu'il était en réalité un des enfants Sauder et qu'il habiterait quelque part au Texas. Malheureusement, ils sont incapables de retrouver la femme pour lui parler. On retrouve quand même le gars en question qui nie être un Sauder. Donc, paraît qu'il est tout de même resté un petit doute dans l'esprit de George et que ça l'a suivi toute sa vie. Donc, c'est la même année que la famille reçoit une photo par la poste. Ça, c'est le dernier coup de... Ah ouais. Une photo par la poste accompagnée d'une lettre prétendant que l'homme sur la photo est Louis, leur fils, maintenant adulte. Une simple photo d'un homme dans la trentaine, en noir et blanc. En arrière, c'est écrit « Louis Sauder, I love brother Frankie, Illil, avec 2 L, boys, Illil boys, et A90132, or, donc ou, 35. » Donc, A90-132 ou 35. La lettre provient de Central City, mais sans l'adresse de retour complète. Les Sauder engagent à nouveau un détective privé, mais mystérieusement, dès que l'enquêteur disparaît, part sur l'enquête, ils n'entendront plus jamais parler de lui. Ils vont jamais réussir à le retracer. Mystère et boule de gomme. Mon Dieu. La photo a quand même donné l'espoir aux Sauder et ils ont ajouté un agrandissement de cette photo-là sur le panneau de personnes recherchées installé quelque temps précédemment. George le père de la famille, va finalement décéder en 1969. Jenny, la mère, a pour le restant de sa vie porté du noir et s'est occupée du jardin mémorial sur le terrain de leur maison qui a passé au feu pour vivre son deuil. Le panneau avec les photos des enfants disparus a été finalement retiré après le décès de la mère en 1989. Les enfants survivants ont poursuivi continuer de publiciser l'affaire en espérant obtenir un jour des réponses. Donc, je pose la question. J'ai donné vraiment tous les détails d'enquête en les résumant. Qu'est-ce qui aurait bien pu arriver selon vous? On dirait une fraude d'assurance, mais en même temps, je trouve que ça... premièrement, est-ce qu'ils ont touché l'assurance? Il y a rien dans l'histoire qui le dit. Il y a rien qui le mentionne. Puis à cette époque-là, c'est rare qu'on mettait des assurances sur nos enfants de 6 ans. C'est pour ça que je pense que c'est jamais mentionné. Mais sur la maison, parce que tu parlais du vendeur d'assurance, de la maison. Mais ils n'ont pas pris d'assurance avec cet homme-là. Ils se sont chicanés. Ah, ils l'ont
pas pris, OK, donc Ils ça... se sont chicanés. Donc, C'est vraiment c'est pour ça étrange. Parce que lui, je me disais, lui pourrait, tu sais, ça pouvait être une manigance même entre le vendeur d'assurance et la famille pour se pas le partager le butin ou quoi que ce soit, là, tu sais, pour... c'est pas une mauvaise hypothèse, Mais en fait. Mais il n'y a rien dans l'histoire qui mentionne qu'ils ont touché quelconque assurance. Et comme ils se sont chicanés, ces deux-là, assez violemment, pour faire des menaces de mort. Ben oui, ça le met comme suspect quand même. Là. Je suis toujours assez pantois, moi, envers des disparitions de groupes comme ça. Je connaissais cette histoire-là, pas autant dans le détail que ce que tu nous as raconté, Simon, mais j'ai été bluffé la première fois que je l'ai entendu, parce que tu te dis, OK, ben la plus simple explication est sans doute qu'ils ont péri dans l'incendie, mais en même temps, c'est techniquement assez difficile que ça arrive. Ça. Puis d'avoir une famille entière qui disparaît comme ça sans laisser de traces, oui, il y a peut-être un des membres de la famille qui s'est bien caché, mais est-ce que c'est le cas de tous les membres de cette famille-là? Oui, ben c'est pas évident, là. C'est vraiment difficile, donc je suis bluffé, j'ai aucune... Puis dû à leur âge, moi j'aime ça les histoires d'enfants qui retrouvent leur liberté en quelque sorte, mais dû à leur âge, le plus vieux ayant 14 ans, comment t'organises une fuite comme ça à 14 ans et que ça réussit? C'est difficile à croire. Parce que même souvent, quand on parle de cas de disparition, on le dit toujours, disparaître volontairement, se refaire une vie, c'est difficile. Imaginez en 1900, tu sais. Ben, ça devait être plus simple à ce temps-là. En fait. C'est vrai qu'au niveau des papiers, à la limite, c'est vrai qu'il y avait moins, c'est ça, on avait moins de cartes d'identité. Il y avait sûrement, peut-être je me trompe, là, mais il y avait peut-être pas de numéro d'assurance sociale. C'était moins informatisé. Il y avait moins de contrôle aux frontières. Oui, exact, c'est ça. C'était moins informatisé, c'était moins cadré, tout ça, effectivement. Mais même quand au niveau de l'enquête. Ben oui, exact. Mais quand même, tu sais, ça reste pas évident. Là. Faut quand même que tu aies des preuves d'identité pour quoi que ce soit. Il y a beaucoup de petits détails aussi qui ont été botchés. L'enquête a été botchée. La recherche des pompiers a été botchée. Il a fermé le terrain de la terre. Ça, c'est une très mauvaise idée. Mais c'est mystérieux, ça aussi. T'as beau comprendre leur motif, il reste que c'est très mystérieux. Puis en même temps, elle a porté du noir toute sa vie, elle-là. Le père se déplaçait d'un état à l'autre pour suivre des tuyaux. Fait que là, t'es comme, mais si c'est sa faute à lui, si c'est lui qui a, mettons, causé tout ça, il n'aurait pas fait tous ces efforts-là. La police n'était pas inclus là-dedans. C'est lui, de son plein gré, qui prenait sa voiture puis qui allait poser des questions. Donc, j'ai beaucoup de misère à croire que c'est eux autres qui ont causé moi aussi, le feu. Sincèrement. Mais qui? Puis des balles en feu qui ont lancé sur le toit. What the fuck? Est-ce que ça se peut que ce fut confondu? Est-ce que c'était peut-être, je sais pas moi, des cocktails Molotov, mais les gens ont vu des balles? Ça roule aussi. Ils ont vu des boules de feu. Puis, effectivement. Il y a beaucoup d'indices, beaucoup de monde qui disent les avoir vus. On n'a jamais de preuves, on n'a jamais retrouvé personne. C'est difficile à croire. Qui a envoyé la fameuse photo des années plus tard? Puis l'inscription derrière, des chiffres, des codes, on comprend pas. Ça aussi, ça fait partie du mystère. Malheureusement, l'enquête autour de la photo se limite à ce que je vous ai dit. On n'en sait pas plus. Donc, il y a un énorme mystère autour des enfants Sauder et on ne sait toujours pas aujourd'hui ce qu'ils sont. Incroyable, super histoire. Ça. Très bonne histoire, Simon. Merci encore de cette bonne recherche. Si vous avez une hypothèse, vous pouvez nous en parler sur le groupe de discussion de Distorsion Podcast. Donc, facile à trouver sur Facebook, Distorsion Podcast, et notre groupe de discussion est très bien affiché sur la page. Et qui sait, peut-être qu'on aura... Peut-être qu'on a une réponse. Ou un ancêtre. Ou l'enfant Sauder qui nous répond. Exactement. Tout est possible si la mère est morte en 1989. Exactement. Donc, on ne sait jamais. Merci beaucoup, Simon Predge, pour cette bonne histoire. Un plaisir de Noël. Le dernier, mais non le moindre, Sébastien Lévesque, tu nous as trouvé une histoire assez effrayante pour Noël, je crois, hein? Mon histoire, c'est le tueur d'Hubert. On se retrouve le 25 décembre 2015, donc un peu plus récent que les histoires de mes collègues. Mais Hubert comment, Seb? Uber. En fait, oui, c'est ça. Selon les gens qui nous écoutent ou de où vous venez, c'est Uber ou Uber. Effectivement, tu fais bien de préciser. En fait, Uber ou Uber, le service pas de covoiturage, mais de taxi. Oui. On se retrouve le 25 décembre 2015. Jason Dalton, âgé de 45 ans, marié et père de 2 enfants, d'un fils de 15 ans et d'une fille de 10 ans. Il habite la même maison depuis 17 ans avec sa femme dans la banlieue de Kalamazoo,
au Michigan, aux États-Unis. J'aime bien le nom Kalamazoo, ça me fait toujours rire. C'est une chanson de Primus. Ah, pour vrai, je savais pas, je suis pas un grand fan. Ah, moi j'aurais dit Alakazoo, mais ça c'est moi. Oui, ben en fait, c'est ma référence, les Québécoises, oui. Ça fait plus Noël. Effectivement. Et il est aussi propriétaire d'une gentille petite chienne berger allemand qui s'appelle Mia. Jason est un expert en sinistre à Kalamazoo, mais depuis quelque temps, dans ses temps libres, il a décidé, un peu comme beaucoup de personnes, de devenir conducteur Uber pour pas arrondir nécessairement ses fins de mois parce que la famille Dalton se portait très bien financièrement, mais il aimait l'idée de gagner un peu d'argent parce que son objectif, et c'est ce qu'il a annoncé à la famille le 25 décembre, c'est d'amener sa famille à Disney World l'an prochain pour Noël. Donc, la journée du 25 décembre, il a réussi à convaincre sa famille d'aller faire parce que ça fait quelques semaines qu'il avait commencé à faire du Uber dans ses temps libres. Le 25 décembre, il a fallu quand même qu'il convainque sa famille pour aller faire quelques heures avant le repas traditionnel parce que, comme je vous dis, il aimerait ça les amener à Disney World l'an prochain. Ils acceptent tous sans trop chigner. Il fait quelques courses, il revient à la maison. Il est satisfait, mais il est un petit peu déçu parce qu'il s'attendait à ce que Uber lui donne un bonus de Noël. Donc, on le sait, l'offre et la demande... Oui, c'est ça, c'est un petit peu drôle. Oui, il y a un petit peu... Les conducteurs sont payés un petit peu plus cher lorsqu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Selon l'achalandage. Oui, c'est ça, c'est selon l'achalandage. Donc, c'est pas un horaire fixe selon des journées fériées ou des choses comme ça, comme le système un petit peu plus traditionnel. Donc, il est vraiment déçu de ça. Mais bon, la vie continue. On fait un bond jusqu'au 20 février. Il continue à être chauffeur Uber, il est toujours un petit peu aigri de ça, mais il continue quand même à le faire. Le 20 février, c'est un samedi 2016, une journée bien habituelle pour la famille Dalton. Ils ont promené le chien en famille, Mia. Après ça, par la suite, Jason a fait quelques commissions avec son ami Brian. Une fois qu'ils ont terminé de faire les commissions, Jason a mentionné à son ami qu'il allait faire une sieste pour se mettre disponible comme chauffeur Uber pour la soirée, pour question justement d'amener sa famille à Walt Disney. Il est extrêmement motivé par cet objectif-là. On est en fin d'après-midi. Il embarque avec sa chienne Mia. Il se met disponible comme conducteur. Lui, il s'est dit, bon, je vais emmener mon chien avec moi. Ça, je dois avouer que je trouve ça un peu spécial. Il l'amène dans son Chevy Equinox, qui est une voiture assez traditionnelle, couleur argentée. Sa première course de la journée, c'est une étudiante, mais elle a refusé, elle, de monter justement parce qu'il y avait un chien dans la voiture. Ce que je peux comprendre si quelqu'un a des allergies. J'avoue que c'est un peu spécial. Les gens, quand c'est un chien qu'ils connaissent pas, des fois, ils ont juste peur des réactions du chien. Et c'est un berger allemand aussi. C'est donc, ça, même petit, si c'est gentil en général, tu ne sais jamais. Voilà. Il reçoit une nouvelle demande sur son application Uber tout juste après 16 heures, un certain Matt Mellon. Lui, il n'y avait pas de problème avec le chien. Il trouvait ça un peu bizarre, mais c'était un beau samedi après-midi. Alors, pour lui, c'était juste une promenade. Son maître promenait son animal de compagnie et il aimait les animaux. Ça lui dérangeait pas du tout. Il s'assoit sur le siège du passager avant, ce qui est assez classique quand on prend une voiture Uber, c'est assez rare, en tout cas dans mon cas, puis même dans l'histoire, vous allez voir, on a tendance à vouloir toujours s'asseoir en avant. Au Québec, c'était pour un peu tromper, pour pas que juste à l'époque là, que c'était semi-légiféré. Quand c'était pas tout à fait légal, on faisait ça pour que ça fasse covoiturage. Oui, exactement, pour pas que ça soit quelqu'un qui est reconnu comme un chauffeur. Ah, moi aussi. Puis à ce temps que c'est légal, moi je le fais encore par malaise, mais je peux juste passer en arrière. Mais tu le fais pas. Non, effectivement, moi je m'assois toujours, mais c'est vrai, moi je m'assois toujours en avant. C'est étrange. Je m'assois toujours en avant, il y a quelque chose de non organique, en tout cas, bref. Mellon, il voulait aller se diriger au centre-ville de Kalamazoo pour aller récupérer sa voiture qu'il avait laissée chez son ami la veille parce qu'il y avait eu quand même une soirée d'anniversaire assez arrosée. Il a bavardé un petit peu avec Dalton, notre chauffeur, des banalités, rien d'habituel. Après un certain moment... lors de la course, Dalton a reçu un appel téléphonique. Il utilisait le Bluetooth donc dans la voiture. Donc, Mellon entendait la conversation qui se déroulait. Même s'il ne faisait pas vraiment attention, il n'a jamais pu déterminer si c'était une voix de femme, une voix d'homme ou d'adulte ou d'enfant, mais ça n'a pas duré longtemps. Cet appel-là a été vraiment important. C'est à ce moment-là que tout a changé dans l'attitude de Jason Dalton.
Jason s'est mis à appuyer sur la pédale de l'accélérateur et a accéléré à toute vitesse sans rien annoncer à Mellon qui était son passager. Durant ou après l'appel? Tout de suite après. Dès qu'il a raccroché, dès qu'il a raccroché l'appel, il s'est mis à accélérer. Il est allé à toute vitesse, puis il faisait comme si de rien n'était. Là, Mellon, c'est ce qu'il mentionnait. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a eu de l'appel, mais ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Il s'est mis à rouler même en sens inverse dans des voies. C'était assez particulier. Là, il commençait à avoir peur. À un moment, Mellon commençait à avoir peur de toute évidence. À un moment donné, il a accroché un Ford Taurus en se tassant, donc il y a eu une collision, mais il a fait comme si de rien n'était, il continuait sa route sans rien fait. Là, Mellon lui dit « Mec, tu as frappé une voiture! Tu viens de frapper une voiture! » Puis Dalton qui lui répond tout calmement « Je n'ai rien frappé. » Puis il continue à accélérer. Et là, Mellon lui dit « Bullshit! » Puis il lui supplie d'arrêter la voiture parce qu'il veut sortir de là. Puis je peux comprendre, t'es un chauffeur Uber, t'as quelqu'un que tu connais pas, il se met à accélérer tout d'un coup, il fonce dans une voiture. Dalton ne s'arrête pas, il traverse d'autres intersections, il fait des embardées à plusieurs reprises, il navigue d'une voie à l'autre en sens inverse et tout ça. À l'arrière de la voiture, je vous rappelle que le chien Mia est là. Là, elle a peur aussi, là, je veux dire, il ressent quand même les émotions, ça doit aller vite. Elle s'est couchée au sol, elle s'est cachée. Pendant ce temps-là, Dalton fait comme si de rien n'était. Et là, Mellon le supplie, « S'il te plaît, laisse-moi sortir, s'il te plaît, laisse-moi sortir. » Dalton lui répond, « Eh bien, tu n'as pas besoin d'aller faire un tour chez ta copine pour aller justement récupérer ta voiture. Plus maintenant, laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. » Dalton refusait de s'arrêter. À ce moment-là, il avait passé la bonne rue où tourner pour aller justement l'amener à destination. Mellon commençait à nommer d'autres maisons, là, juste pour le faire arrêter parce qu'il avait peur. Il voulait juste se sauver de la voiture. Il lui pointe plusieurs maisons. Il ne ralentit pas à un moment donné. Dalton appuie sur les freins sur le Iroquois Trail. Il appuie sur les freins. Puis là, il demande à Mellon, « Mais il habite où ton ami? » Justement, le Mellon profite de l'occasion. Une fraction de seconde, ça doit tellement se passer vite. Il ouvre la portière et se jette en dehors de la voiture. Et lui donne une évaluation à 1 étoile. Oui, non, effectivement. Sur ça, on y reviendra. Mellon, après que se soit échappé de la voiture, Jason Dalton, tout bonnement, s'est redirigé vers sa maison familiale. Quand il est arrivé, il a bu, il est entré dans la maison, il a bu un verre d'eau, il est descendu au sous-sol et il a rempli son chargeur. En fait, il s'est préparé des armes à feu et qu'il a rempli, une arme à feu, en fait, qu'il a rempli. Parce qu'en moyenne, j'ai appris ça dans la recherche de cet épisode-là, les Américains qui possèdent des armes ont en moyenne 8 armes à feu. Oh, OK. C'est quand même... Une moyenne la de moyenne, 8? ouais, les gens qui ont des armes à feu, ils ont en moyenne 8 armes à feu. C'est incroyable quand même. C'est on pas parle tous des pas de tueurs. 3, là. 4, là, Mais c'est une vraie passion, là, si on peut dire ça. Ouais, ben pour un chasseur, en fait, Ouais, oui, c'est pas ça. anormal. c'est ça. pas anormal parce que évidemment si tu prends ça au sérieux puis que tu fais une chasse Oui. un peu c'est plus ça. sérieuse, c'est sûr que tu vas avoir plus qu'une arme à feu. Ouais, Ben, exact. Mais le chiffre surprend quand même. Mais d'ailleurs, Émile, t'as des guitares ici, je joue de la guitare aussi. Je joue de la guitare. On achète une première guitare, on apprend avec celle-là, on achète une deuxième, puis c'est pas rare qu'on achète 3, 4, 5. Exactement. Des fois, on va revendre les vieilles, des fois, on va les garder. Fait que, c'est ça. Non, effectivement. Chacun sa passion. On achète à plusieurs. Surtout en vieillissant, on a plus d'argent. Oui, ben donc, oui, on ben peut oui. se permettre un peu d'élargir notre passion. C'est juste que dommage que les Américains, leur passion, c'est les armes à feu. Ben, c'est parce qu'on les catégorise, puis c'est vrai que la majorité des propriétaires d'armes à feu, c'est pas des gens violents, tu sais. Mais C'est bon, ça. ça, c'est un, Ouais, c'est si un tu dis autre... qu'ils ont 8 fusils de poing, là, c'est un autre. Oui, une autre ben non, en fait, histoire, j'ai pas le détail, mais c'est 8 armes à feu. Mais oui, t'as Oui, raison, oui. c'est vrai qu'il y a une C'est vrai nuance qu'il y a une quand même nuance, entre une c'est vrai. carabine de chasse. Puis un et, AK-47. Oui, c'est ça. Un Effectivement. Uzi, là, ouais. Effectivement. Il change ses chargeurs, il quitte la maison, il portait un semi-automatique Glock 9 mm qui était complètement chargé et il y avait un gilet. Il a même Ça, c'est pris- pas pour de la chasse. Non, Non, exactement, non, effectivement. non. Ben, il le possédait, là. Et il a mis même un gilet pare-balles sous sa veste. Là. Wow, OK. Dylan Blackburn, un étudiant de 18 ans qui vit, lui, un petit peu plus au nord-est de Kalamazoo, dans des appartements de ville qui sont situés près du centre-ville. Il avait passé, lui aussi, une belle journée à l'extérieur jusqu'à ce que
Il avait passé aussi une belle journée à l'extérieur ce beau samedi jusqu'à ce que sa petite amie Macy lui envoie un message texte lui demandant si elle voulait venir, si lui voulait venir chez elle. Donc lui, il accepte un petit peu après 17 heures et elle lui commande un chauffeur Uber, c'est une bonne blonde, là, elle commande un chauffeur Uber pour lui. Par erreur, par contre, Macy a rentré l'adresse du bureau administratif qui gère l'ensemble des blocs appartements au lieu de vraiment donner l'adresse du bloc en tant que tel, ce qui ne sont pas très éloignés l'un de l'autre, mais quand même. Et après un moment, je veux dire ça, elle s'en est rendu compte un petit peu par la suite, et Dalton vient à l'appeler. « Hey, je suis perdu, pouvez-vous m'aider? » Elle lui proposait de lui envoyer les indications par texto pour être certain de lui indiquer le chemin, mais c'était pas très loin. Et après ça, elle n'a eu aucune nouvelle de lui pendant 10 minutes. Là, elle lui renvoie plusieurs textos par la suite. Est-ce que tu as trouvé ou es-tu encore perdu? Aucune réponse de la part de Dalton sur les textos de Macy, qui est le dernier appel qu'il a reçu de Uber. La voiture argentée de Dalton a été vue justement sur les caméras de sécurité qui entouraient c'est vraiment, ils appellent ça des tone apartments, là, vraiment des appartements de ville, c'est des gros blocs d'appartements qu'on a là, qui sont immenses. Ouais. Et justement, comme je vous disais, les caméras de sécurité voyaient autour de 17h33 qui cherchaient, on voyait vraiment la voiture de Dalton qui cherchait à trouver Dylan, mais sans succès. Pendant ce temps-là, Macy continuait d'envoyer des messages textes à Dalton. À 17h40, elle a écrit « Tout va bien ?» Dalton n'a pas répondu. C'est alors que là, Dalton, il se promène encore à chercher. Je comprends que tu peux pas toujours répondre à tes textos aussi quand tu conduis. Donc, il y avait une bonne conduite. C'est alors que lui, il repère une femme de 25 ans, pas loin, qui était sur un terrain avec 5 jeunes enfants. Et Dalton baisse la vitre et lui demande si elle était Maisie ou Misty, parce qu'il y avait de la misère à saisir, à être sûr du bon nom. La femme, elle dit non. Elle s'appelait Tiana Carothers. Et Dalton, pas retourne dans sa voiture, il est déjà dans sa voiture, fait comme si de rien n'était, continue son chemin, avance tranquillement, et c'est là qu'il sort son fusil semi-automatique et le pointe vers Tiana à travers la vitre du conducteur. Quand Tiana a vu l'arme, elle a crié aux enfants de courir et d'essayer, et elle aussi, elle a essayé de faire la même chose, de se cacher, et là, il a tiré 4 fois. La première balle l'a frappé dans le bras gauche, la deuxième balle l'a frappé à la jambe droite. Une des 2 dernières balles lui a cassé l'autre jambe et l'autre a traversé ses fesses et s'est logé dans son foie. C'est incroyable. Wow. Okay. Et Dalton s'enfuit à toute vitesse parce qu'il a comme réalisé quand même ce qu'il faisait. Il vient quand même tirer 4 fois. Oui, là. c'est ça. On comprend son move. Effectivement. Tiana, qui a témoigné un petit peu plus tard, là, elle a dit « J'essayais de bouger, mais je pouvais pas. » C'est sûr, il a tiré dans les jambes. Elle devait être incapable. Ben, s'il a cassé une jambe avec une balle, c'est ça. Puis après avoir réalisé que justement, il allait pas arrêter de tirer, j'ai juste fait semblant d'être morte. Puis ça l'a peut-être sauvée parce que c'est vrai que si elle avait continué à bouger, il aurait peut-être continué à tirer. Et d'ailleurs, si vous louez un chalet durant les fêtes, c'est la même technique qu'il faut utiliser avec les ours. Ben oui, c'est vrai, il faut faire semblant d'être morte. C'était la minute éducative. Effectivement. Chauffeur Uber, ours, pareil. Certains coups que tiré Dalton ont été manqués, heureusement. Il y a eu 7 balles qui sont entrées dans la maison juste en arrière d'elle. 4 d'entre elles ont traversé le mur, ont été arrêtées par un bordel qui était dans le placard, pas un bordel là, avec des prostituées. Ouais, là, c'était ma question. Un fouillis, exactement. Arrêté par un bordel, c'est quand même très drôle. Qui était dans un placard à quelques mètres où 3 ados jouaient à NBA 2015. Oh. Donc, le drame aurait pu créer d'autres victimes. Leur partie. Et heureusement, il n'y a aucun enfant qui était... Oui, aussi. Ok, je vais arrêter de faire des jokes, c'est malaisant. Là. Et aucun enfant a été heureusement tiré dans tout ça. Quand les voisins ont trouvé Carothers, la dame qui était au sol, elle avait réussi à essayer de se cacher... entre une roue de voiture, entre la bordure et la roue voiture d'un camion. Et elle ne pouvait pas sentir ses jambes. Elle leur a dit que l'homme qui avait fait cela était gros, avait des yeux bleus et qu'il avait un chien à l'arrière de sa voiture et qu'elle ne l'avait jamais aperçu auparavant. Dylan, on remonte un petit peu, qui attend toujours son chauffeur, qui est le copain de Macy, que sa copine lui attendait. Tout ça se passe entre les deux, là, puis lui, il attend son conducteur Uber. C'est quand même assez fou, là. Mais lui aussi, il était pas loin, justement, de la destination, parce que il cherchait, le conducteur. Il a entendu les coups de feu, mais il pouvait pas voir, il a rien vu en tant que tel, parce qu'il était pas directement...
Et là, Macy, elle, par hasard, il y a pas de, c'est simultanément, en fait, elle envoie un autre texto à Dalton parce que c'est elle qui a appelé le conducteur. Elle lui demande « Es-tu proche? » Pas de réponse. Là, je veux dire, suite à la tragédie, il y a eu un autre appel au 911. Ça fait quand même un deuxième appel au 911 qui est fait en très, très peu de temps. Le répartiteur a quand même pris conscience que ça ressemblait à ce qui avait été dénoncé tantôt. Miller, quand il s'est jeté de la voiture, il a appelé, il a un peu fait la même chose. Même la répartitrice du 911 a rappelé Matt Mellon pour avoir plus de détails. Puis lui, il a répété les détails, il s'appelait Jason. Il a même envoyé lui-même par texto, sur le téléphone cellulaire privé de la répartiteur, il a envoyé la photo du conducteur Uber pour lui donner quand même des indices. Mais ce qui est vraiment étrange, là, j'en parle un peu tout de suite, c'est que il n'y a rien qui se passe avec Uber. Tu sais, au moment actuel, il y a aucune communication avec l'entreprise en tant que telle. C'est la police, là, c'est 2 cas isolés. On reste là. Mais là, Dalton, il continue à retourner. Il retourne chez eux, tout bonnement, pour aller recharger son arme, parce qu'il n'y avait pas, de ce que je comprends, il n'avait pas amené assez de munitions avec lui. Ce qui démontre que c'était peut-être pas tout préparé, c'était pas tout prémédité, là. Oui, effectivement, on va en reparler un petit peu plus tard de ces motivations qui sont assez particulières. Mais là, je vous rappelle qu'il vient de tirer sur une parfaite inconnue 4 fois. Quand même. sans vraiment raison. Là. La femme a juste dit qu'elle n'était pas Macy, tout simplement. Fait que faites attention à ce que vous dites aux inconnus. Oui, surtout au chauffeur Uber. Il roule à grande vitesse vers la maison de ses parents parce qu'il avait donné rendez-vous à sa femme là-bas. Il traverse une lumière rouge. Il a été même indiqué selon les caméras qu'il roulait à au-dessus de 160 km/h. Il a accroché même une autre voiture sur son parcours pour se rendre à la maison de ses parents. Et même, il y a quelque chose qui n'allait pas avec l'application Uber, parce que même s'il n'a jamais pris Macy ou son chum durant la course, elle a été facturée 7,31 $. Ah oui. Comme s'il l'avait ramassé à l'appartement. Puis c'est comme, il appelle ça une course fantôme. Elle a été remboursée, bien sûr. Je comprends. L'application détecte qu'elle a passé devant l'adresse, donc automatiquement, ça active la course et donc la client est facturée pour avoir tourné autour du bloc. Ouais. Mais c'est un vrai bug parce qu'il y a eu plusieurs anomalies même durant la soirée avec l'application. Rendu chez ses parents, Dalton a caché le Chevy Equinox endommagé dans le garage. Quand sa femme est arrivée, elle a découvert la voiture. Bon, il aurait expliqué l'histoire des taxis. Là, ils se sont rendus compte, je ne sais pas pour quelle raison, c'est pas plus précisé, mais le Hummer ne démarrait pas. Donc, on ne sait pas trop pourquoi. Fait qu'il a pris le Chevrolet Chevy HHR, qui est un autre modèle de Chevy qui appartenait à ses parents et que sa femme, elle, conduisait lorsqu'elle faisait les commissions. Donc, il prend cette voiture-là. Elle ne s'obstine pas avec lui. Parce que Uzi. Mais il lui dit, inquiète pas, Uber. Tu sais, j'avoue que, tu sais, sa femme, elle arrive, l'auto est endommagée, j'ai des problèmes avec les chauffeurs de taxi, j'ai besoin, tu sais, ça peut être justifiable. Ça fait partie de son travail, entre guillemets, radiophonique. Bon, tu sais, tu poses pas trop de questions. Ben oui, vas-y, retourne faire ta course. Oui, c'est ça, fais tes choses. Par contre, il y a vraiment un moment étrange, mais sur le coup, j'avoue que tu te poses peut-être pas de questions. Il a dit... Dis aux enfants de rester... enfermez-vous dans la maison de mes parents et ouvrez pas la porte. OK. Puis c'est tout ce qu'elle a dit, mais elle comprenait pas trop. Wow. Elle l'a comme laissé faire, elle a abdiqué. Par la suite, on s'entend, vous allez voir, pas qu'elle regrette ça, mais c'est toujours facile de dire par la suite que j'aurais pu voir quelque chose, mais pour elle, elle a dit, c'est correct, tu sais. 18h09, près de 30 minutes après que Dalton a tiré sur quelqu'un qui était supposé être Macy et qu'il l'a laissé pour morte, il a rappelé la vraie Macy. Parce que selon moi, il a réalisé que ça pouvait pas être elle, étant donné qu'il a reçu des textos même après qu'il a tiré sur elle. Mais il est quand même assez cocky, là, audacieux, là, tu sais, de rappeler la personne tout bonnement. L'appel a duré environ 3 minutes. Et lorsqu'elle a terminé l'appel, la seule chose qu'elle a mentionnée à la police, c'est qu'il a terminé en disant « Je n'ai plus de temps pour ça. J'ai des choses meilleures à faire que ça. Tu perds mon temps. Je peux plus le faire. Tu peux appeler quelqu'un d'autre. » C'est quand même un comportement étrange. Surtout qu'elle, si elle vous rappelez que ça fait quasiment une demi-heure qu'elle attend, que son chum attend après le conducteur Uber qui se pointe pas à destination, même si elle a tenté quand même de corriger son adresse en tant que telle. Bref, une étoile.
Oui, c'est ça. C'est clair. Après avoir quitté sa femme et ses enfants de chez ses parents, Dalton se dirigea vers sa propre maison. Vers 19h, la fille de son voisin a vu la voiture arriver dans la rue parce qu'il habitait vraiment dans pour vous préciser, dans un rond-point qui était très, très peu habité. Là, souvent, on voit des ronds-points, il y a quelques maisons seulement. Lui, il habitait dans ce genre de rond-point-là. Donc, il y avait très, très peu de voisins. Elle a vu quand même, par hasard, la voiture arriver. Il y avait vraiment un drôle de comportement. Il roulait très, très lentement devant chez lui au rond-point, ce qui est quand même un peu particulier. Après ça, il s'est mis à accélérer pendant 30 secondes, puis après ça, il s'est retourné pour se stationner chez eux. Il y avait beaucoup de moments d'hésitation, en fait, entre ses mouvements. Il a laissé la voiture allumée pendant 5 minutes. Il est rentré à l'intérieur. Il a laissé la voiture allumée 5 minutes. Et même la police revient sur les faits. Il a laissé son Glock 9 mm qu'il avait utilisé pour tirer Macy. Il l'a laissé sur le comptoir. En fait, pas sur le comptoir, mais sur son établi. Il a pris une autre arme qu'il a mis dans sa poche. Moi, je suis pas un connaisseur, là, mais c'est un Walther P99 9 mm semi-automatique. Donc, encore des armes. On s'entend que je crois que c'est pas utile pour la chasse. Une arme à la James Bond, ça. Ben, déjà du semi-automatique, c'est pas pour la chasse. C'est ça. Moi, je suis pas un connaisseur, donc je peux pas répondre, mais c'est ce que je pensais. C'est ça, c'est un gun. Oui, c'est vraiment un fusil. Là. Il avait encore besoin d'une arme qui marchait parce qu'il n'avait pas fini sa mission. Donc, il se remet comme conducteur Uber disponible encore une fois. C'est ça qui est vraiment particulier. Hein. Il tue des gens, il n'y a pas de problème. On revient comme conducteur. À 20h02, il ramasse un certain Keith Black qui habite près du campus dans l'ouest du Michigan. Il l'a amené au centre-ville. Black s'est assis sur le siège du passager, comme on parlait à l'habitude. Il lui a parlé doucement, sans conflit. Tout s'est bien passé. Il y a un autre passager aussi qui est embarqué avec Dalton dans la même soirée, en début de soirée. Même, il disait que ce témoin-là, il disait que Dalton chantait à la radio. Tout était beau, là. Il n'y avait aucun problème. À 21h, Dalton s'arrête pour manger un repas au Fairfield Inn, qui est à côté du Cracker Barrel. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne américaine, qui est quand même bonne et grasse. Ici, c'est juste du fromage. Oui, c'est vrai. Bon, il amène 3 autres passagers en ville. Il y a eu quelques problèmes avec l'application au niveau de la facturation avec ces clients-là, mais il n'a pas fait de cas selon les témoins. Il a dit, pas de problème, là, je vais m'arranger avec ça. Il n'a pas fait de soucis. Tyler Smith, 17 ans. Lui aussi, Tyler avait passé une bonne partie de sa journée dehors à se promener, à faire des commissions. Il se magasinait une voiture avec sa petite amie Alexis, qui, elle aussi, était âgée de 17 ans. Le soir, son père Rich, qui est un plombier, les rejoignit pour voir ce que leur fils avait découvert plus tôt. Tyler et son père aimaient tous les deux les voitures, donc ils voulaient l'accompagner dans leur recherche de voiture, mais ils cherchaient aussi quelque chose qui pourrait conduire ensemble ou qui plairait aux deux. Rich et Tyler et sa petite amie Alexis se rendent dans leur Range Rover familial. Ils vont voir une série de concessionnaires. On le sait, là, c'est un peu partout pareil. Là, les concessionnaires sont toujours situés au même endroit dans les villes. Donc, ils vont pas loin du Stadium Drive. Il est près de 22h. Donc, les concessionnaires sont fermés. Ils décident de se rendre chez Kia. Et Tyler débarque la voiture avec son père pour regarder une camionnette Ford bleue qui était stationnée à l'entrée du concessionnaire. Ça l'intéressait. Alexis, qui est la copine, elle, ça l'intéresse plus ou moins, elle décide de rester dans la voiture sur le banc arrière du Range Rover. C'est à ce moment que Dalton entre dans le stationnement un petit peu par hasard. On n'a jamais vraiment compris pourquoi il rentre dans le stationnement où ce que tous ces gens-là magasinent une voiture aux heures fermées. Il se gare proche du bureau. Et là, il sort de sa voiture. Il s'approche du père et du fils à pied. Il passe devant le Range Rover. Il n'a pas vu Alexis, heureusement, qui était caché qui était dans la voiture. Alexis regarde Dalton qui se dirige vers eux, puis elle dit rien. Puis là, Dalton lui dit « Mais qu'est-ce que vous regardez? » Ben oui, on regarde les voitures. Ils n'ont même pas eu le temps de finir. En fait, oui, on regarde. Ils n'ont même pas eu le temps de terminer leur phrase. Il a commencé à tirer sur eux. Eux, par réflexe, c'est ce qu'on a vu sur les caméras de sécurité. Même pendant qu'ils se faisaient tirer, ils ont levé les bras dans les airs.
Et puis là, on dit, mais qu'est-ce que vous faites? Puis là, ça a été fatal. Et même qu'on dit que ça a été un petit peu théâtral. Quand les deux, le père et le fils, sont tombés morts, sont tombés comme enlacés, un sur l'autre, ensemble, comme si c'était un peu prévu. C'est vraiment assez particulier. Là, Alexis, elle qui est témoin de la copine qui est dans la voiture, qui entend ça, qui voit ça, son père et son chum qui se font tirer à bout portant, elle se cache dans la voiture. Et là, c'est à ce moment-là que Dalton essaie d'ouvrir la BMW. Il y avait une BMW aussi pas loin. Essaie d'ouvrir la BMW noire qui était à côté des cadavres, mais était fermée à clé. Donc, il n'a pas pu l'essayer parce qu'il nous revient plus tard, une fois qu'il a été... vous comprenez qu'il a été arrêté. Il disait que cette motivation-là, que c'est il y avait... Uber lui disait d'aller conduire cette BMW noire, là. On s'entend, là. C'est on a une maladie mentale, officiellement. C'est vraiment assez particulier. Justement, là, Alexis... elle avait pas son cellulaire, elle avait laissé à Tyler son chum. Ce qu'elle a fait, elle s'est dépêchée, elle est sortie de la voiture, elle est allée récupérer le cellulaire de son chum qui était mort. Elle l'a repris, elle est retournée dans le Range Rover. Elle a appelé le 911 pour dénoncer tout ça à 22h08. Et elle, heureusement, elle a été épargnée parce que Dalton est reparti sur son chemin après avoir tué 2 personnes tout bonnement. Un peu après 22 heures, un groupe de femmes qui avaient assisté à un spectacle d'acrobatie chinoise sur le campus universitaire pas loin sont revenus au Cracker Barrel où ce qui s'était donné comme point de rendez-vous pour se mettre ensemble pour leur voiture, se sont reséparés en 2 groupes. C'est à ce moment-là que Dalton était dans le stationnement par hasard. Il est venu vers eux encore une fois à pied. Et une des femmes de la voiture, il lui a demandé si elle pouvait lui donner $1 pour rendre l'Amérique plus belle. Okay. Ça, c'est vraiment bizarre. Tout ça se passe dans un court laps de temps. Okay. Il lui a dit... Il a dit qu'il était sur le point, pour justifier un peu sa demande, il a dit qu'il était sur le point de s'enfuir, mais qu'il avait besoin d'argent pour se sauver. Et là, c'est à ce moment-là qu'il entend, parce qu'il avait son fusil à la main, là, il a entendu, parce qu'il était séparant 2 voitures, les 2 femmes, il a entendu une des femmes crier dans l'autre voiture, parce qu'ils ont vu ça. Au moment où les femmes ont crié, il s'est retourné, puis il les a toutes tirées. Puis il a vraiment commencé, là, il a abattu le conducteur, le passager avant, il a fait une séquence, là. Conducteur, passager avant, passager arrière, passager arrière. Okay. Il les a vraiment tués d'une séquence très précise. Pendant ce temps-là, il y avait eu le cas au concessionnaire Kia. Là, je veux dire, il y a quand même eu 2 autres personnes. Là. Imaginez-vous là, l'état de la police actuellement dans la ville de Kalamazoo. Là, au début, c'est un cas. De siège. Ben oui, à un moment donné, t'as 1 cas, là, t'as 2 cas, là, t'as 3 cas. Là, ça devient un petit peu complètement fou. Là. Puis là, justement, sur la radio de la police, là, ça commençait à dire, ben là, on a un tueur en série qui circule. Là, parce qu'avant ça, c'était assez particulier. Puis il y avait, à cette heure-là, il était quand même 22-23 heures, il y avait peu d'informations sur Dalton qui circulaient. On parle presque de meurtre de masse parce que c'est un après l'autre, c'est une chaîne là, qui se poursuit. Ça rappelle un peu le tueur de Washington. Là, oui, c'est vrai. Oui. Qui snipait des étrangers là, comme ça, là, un peu au hasard. Oui, effectivement. Justement, là, il commençait à avoir des avertissements qu'il y avait un homme blanc assez âgé parce que Dalton, si vous allez voir sur Internet, c'est un père de famille, mais tu sais, dans la cinquantaine, là, il commence à avoir des cheveux quand même assez gris, qui était justement au volant d'une Chevy HHR de couleur foncée. Dans les victimes, justement, dans la voiture, il y avait parmi les femmes qui avaient été au spectacle, il y avait une jeune enfant de 14 ans et elle a reçu une balle à la tête, mais heureusement, elle a été sauvée. Au départ, il pensait qu'elle était morte parce qu'il maintenait son corps en vie simplement pour que ses organes puissent être prélevés pour la transplantation. On s'entend à 14 ans, on a des beaux organes frais, mais finalement, après quelques minutes, le cœur et tout s'est remis à battre. Donc, elle a été vraiment sauvée pour elle. Ça a été, pour eux, même dans toute l'histoire, ça a été un peu le miracle de Kalamazoo. C'est une des seules victimes qui a été tirée et qui s'en est sauvée, à part la dame de tout à l'heure. Bref, les tirs de Cracker Barrel, après les tirs de Cracker Barrel, Dalton est encore retourné à sa maison qui était à environ à 30 km de l'endroit. Son voisin, Jim Block,
il a entendu des coups de feu lui-même dans la maison de Dalton vers 23h20. Mais il savait que Dalton avait des cibles puis qu'il avait quand même l'habitude souvent de pratiquer le tir, mais pas nécessairement à des heures aussi tardives. Lorsqu'il est revenu, il est revenu charger en fait son arme de 9 mm et il a amené 20 nouvelles balles fraîches avec lui. Il reprend les voyages Uber comme si il se remet disponible tout bonnement. Pendant ce bout de soirée-là encore, il a ramené plusieurs personnes je veux dire, dans la zone de Kalamazoo, là, des gens qui rentrent des bars. Fait que là, on a des lifts qui sont effectués il y a plusieurs lifts. Entre les crimes. Oui, et des lifts où rien de spécial s'est passé. Exactement. Wow. Justement, il y a une demande de transport. Il y a un étudiant que lui a appelé Dalton. Même il y en a un que Dalton a annulé à la dernière minute. Il n'y a pas eu de problème. D'autres, il y a une famille qui sont entrés avec lui, se sont assis en avant. Il n'y a pas eu de problème. Par contre, à minuit 4, Dalton a ramassé 3 autres amis que eux voulaient justement être ramenés à leur dortoir. Il était surpris que Dalton savait pas trop ce qu'il allait parce qu'on dirait qu'il utilisait moyennement son application Uber parce que d'habitude, tu n'as pas besoin de donner d'indications à ton conducteur quand tu as Uber. Tout est connecté avec Google Maps. Il trouvait ça un petit peu bizarre qu'il ait lui indiqué. C'est comme s'il n'utilisait pas vraiment son application. Il y a un autre étudiant qui est rentré aussi, qui a fait un appel, qui terminait sa soirée avec sa femme et sa belle famille. Il était près de la maison, mais il avait quand même envie de prendre un Uber. Ils ont quand même entendu qu'il y avait un tireur actif en liberté. Donc, pour eux, d'utiliser Uber, c'était un gamble. Oui, un gamble, mais en même temps, c'était sécuritaire pour eux de pas... parce que je suis pas sûr qu'à ce moment-là, que c'était nécessairement dit partout que c'était un conducteur Uber qui était là. Fait que pour eux, c'était quand même plus prudent, même s'il était proche de la maison. C'est Jason qui a eu l'appel avec son application. Il arrive, il était à 5 minutes de là. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait de cas de tout ça. Derek s'est retrouvé vraiment à côté de Dalton. Son beau-père est en arrière de lui avec sa femme, la femme de son beau-père. Et avant que le voyage commence, Cherry a dit quand même à son ami, ne dis rien, parce que justement, elle pensait peut-être que ça pouvait être le tireur en tant que tel. Finalement, cette course-là s'est bien passée. Jason a eu plusieurs autres appels durant la soirée, durant la fin de soirée, qui se sont bien passés. On s'entend, c'est un samedi soir, il y a beaucoup d'actions au centre-ville de Kalamazoo. Finalement, la police a réussi à le coincer en interceptant un peu les appels des gens et les témoignages. Il n'a jamais résisté à son arrestation. Il y a même que la police était un peu déçue, ce que j'ai lu, qu'ils ne résistent pas à l'arrestation. Pour eux, ça aurait comme mis un peu de challenge. Oui, un peu de challenge. Pour eux, c'était comme un peu trop facile d'arrêter quelqu'un qui a tué 6 personnes quand même. Là. Surprenant. Donc, et c'est ça. Il a été arrêté. Il est toujours pas condamné. En fait, le procès n'a pas encore eu lieu. Il y a eu la déposition et tout ça. Il est même allé en appel en juin 2017. La date de procès va être annoncée plus tard. Donc, il n'y a pas encore c'est encore en cours. Oui, exactement. Lui-même a intenté une poursuite à Uber 1 mois après son arrestation. What? Justement, et parce que pour lui, c'était... Mais ça a pas passé, ça n'a pas été plus loin que la demande de poursuite. Il accusait justement que tout ce qui est arrivé, c'est de la faute à Uber, qu'ils n'ont pas donné son bonus à Noël, qui est obligé de travailler, de travailler sans arrêt. Mais c'est incohérent. Uber, tu travailles bien quand tu veux. Là. Il y a personne de chez Uber qui t'oblige à travailler. Donc, toute cet argumentaire-là tenait pas la route. Il a été évalué psychologiquement apte à subir son procès. Okay. Il a inventé toutes sortes d'histoires. Sa femme a divorcé 2 semaines après son arrestation. Hein. Ça a été automatique. Ils ont quitté la maison, elle a tout déménagé, puis j'ai pas eu de nouvelles, là, mais ils ont quitté la place. Tu dis c'est sûr, mais c'est pas dans tous les cas. Non, il y a des cas où les femmes vont croire leur mari dans leur histoire, puis ils vont les suivre. Ou même s'ils savent qu'il a vraiment tué, ils vont les suivre dans ces durs moments-là, entre guillemets.
guillemets, tu sais. Non, effectivement. Donc, lui, puis l'Internet est venu en feu, parce que quand on n'a pas de réponse, il n'y a jamais eu d'explication précise. On n'a pas ses motifs. Ben, Dalton en a dit, mais ils sont jamais clairs. Lui, en fait, ce qu'il dit, c'est que l'application Uber, c'est ça qui est particulier, lui envoyait des messages. Il voyait comme le logo de Uber qui s'est transformé, qui est venu en rouge, comme un appel, comme les communistes, les Russes lui envoyaient un message. Un retour de la maladie mentale. C'était hein? vraiment, oui, moi, il n'y a pas de conclusion là-dessus, mais c'est certain qu'il a pété un plomb, le gars, là. Espérons que C'est de la le maladie procès mentale, nous là. en dise plus. Là. Ouais. Oui, effectivement, parce C'est un qu'il peu disait... comme s'il voyait que l'application Uber était possédée ou quelque chose comme mais ça. c'était vraiment ça. Tout le temps, il disait que c'était ça. L'histoire tantôt du concessionnaire Kia et la BMW, il a dit par la suite que c'était vraiment l'application Uber qui a dit d'aller vers cette BMW-là noire. Notamment David Berkowitz, le tueur en série assez célèbre, lui disait que les meurtres avaient été motivés, du moins poussés par le chien du voisin qui lui parlait, genre qui était démoniaque, puis qui lui disait de tuer. Donc là, dans ce cas-ci, c'est une application web, mais Oui. on a la même espèce de... Oui, la twist qui est là. Ouais, exactement. Là, on parle de schizophrénie. Oui, c'est hein? limite Clairement ça, de oui, schizophrénie. effectivement, oui. Dans ce cas-ci, c'est un chien. Dans l'autre cas, on parle d'une application Uber, mais c'est la même chose. Mais je pense aussi au film, le célèbre succès L'Enragé. Oui. Qui pète un plomb puis qui se met Oui. à tuer tout le monde sur sa route pour aucune maudite raison à part qu'il est en colère. Mais c'est un peu ça, Exactement. hein. Même dans les théories, là, je vais conclure là-dessus, là, il y a les Illuminati étaient responsables, George Bush, même notre président actuel, pas notre président, là, mais le président Trump, tout le monde y est passé dans les coupables de cette histoire-là, mais on n'a jamais eu vraiment le vrai fondement de l'histoire, à part le fait que c'était de la faute à Uber. Et la poursuite était de 10 millions, mais ça n'a pas Wow. eu. Ben, c'est quand même triste parce qu'il y a des Ben oui, c'est victimes triste. réelles Oui, il y a là-dedans. Ben, oui, c'est c'est ça. incroyable. Là. C'est pas un cas qui a été énormément médiatisé Non, pas du ici, tout. du moins Non, mais au même Canada. aux États-Unis, pas tant que J'en ça. ai presque pas entendu parler, moi, ici, là, à part, étant donné qu'on faisait des recherches pour Distorsion, Ouais. on l'avait vu passer, mais sinon, c'est pas quelque chose qui a fait énormément de vagues, là, du moins. Je pense que les gens de Uber ont fait en sorte que Oui. ça ne ressorte pas, là. C'est à ça que c'est j'ai sûr. pensé. Ça, Hein, c'est c'est à ça que j'ai certain. pensé aussi. C'est pas une très bonne publicité, non. surtout qu'ici, on avait d'autres débats. Les médias ont dû se concentrer sur les débats qu'on avait avec les conflits avec les taxis, mais Ouais. il reste que, moi, c'est la première fois que j'entends cette histoire-là. Je l'avais jamais, même pas vu passer. Non, ça a été très très peu médiatisé et même là, c'est ça, il n'y a pas de nouvelles. Ça a seulement sorti On est lorsque c'est stand-by. arrivé. Exactement. Ça va Donc, être parfait pour votre rétrospective. Ça va être qu'on a des si on nouvelles. si on a du nouveau d'ici là, sinon un bilan de la saison 3. Ben, merci beaucoup, Seb, pour cette fait histoire. plaisir. Une belle histoire qui nous De donne pas... Noël. Oui, qui nous donne pas envie de prendre Uber, du moins, pour Effectivement. revenir de nos parties des fêtes. Moi, je pensais que j'allais revenir chez nous en Uber. Je commence à douter, là. Tu vas prendre l'autobus, Je finalement. pense que je vais prendre l'autobus. Merci beaucoup, Simon Predge, Oui, aussi, merci à toi. de Hey, ta merci à vous autres. de ta collaboration. En fait, Ars Moriendi, ça revient quand, encore une fois? Là? On revient le 17 janvier en ondes, donc sur vos applications le 18 janvier, donc le lendemain. On vous a préparé 13 épisodes pour la prochaine Wow. saison. En plus, on va avoir je l'ai déjà annoncé sur la page, il va y avoir des témoignages. J'ai préparé quelques entrevues avec des bonus. personnes. Oui, exactement, avec des personnes qui ont vécu l'horreur de diverses façons, soit par des tragédies, soit professionnellement, ce qui est un peu... souvent, c'est des métiers qu'on néglige, qu'on met de côté, qu'on Effectivement, pense ouais. pas régulièrement. On est en train de préparer quelque chose, Distorsion et moi-même, Oui. pour ces bonus-là. Hein? Là, tout le monde sait un peu de quoi on parle, mais c'est aujourd'hui la première fois qu'on en parle ensemble, donc j'en dis pas plus. Hein? C'est le fun, le mystère, c'est le fun, l'engouement, donc on en reparle en 2018, on va voir. Ça risque fort de ne pas être notre dernière collabo. Oh Non. que non. Vous allez voir en 2018. Et sur ça aussi, hein, je vous relance, parce que dès coup que c'est dit et que c'est enregistré, que le public l'a entendu, il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Je trouve qu'on traîne de la part avec notre show live. Notre Là, spectacle, oui. C'est vrai. là, il est temps qu'on fasse notre spectacle en direct devant le public. Et je le sais que le public a hâte de nous rencontrer humblement, mais n'empêche, Oui. on le veut ce show-là, autant nous que Oui. vous à la maison. Hein? Donc là, je le dis, faut que ce soit fait au moins pour le retour de votre prochaine saison. Donc, hein, dans les prochains mois, là, ça fait 1 an qu'on dit ça, là c'est le temps qu'on le fasse pour vrai.
Donc, je vais mettre la main à la pâte et vous forcer à coup de fouette. Faut qu'on revienne avec un show live. Donc, on va organiser ça. On va la pétrir, cette pâte. En plus, on a toutes déjà nos histoires de prêtes, on le sait. Là. Ça fait longtemps qu'on en parle. Là. Oui. On a nos histoires. Donc, on va organiser ça bientôt. Ça s'en vient super. Soyez aux aguets. Absolument. Ben, merci beaucoup encore de ton temps, Simon. Ben voyons, c'est un Distorsion, plaisir. nous, on revient plus début mars. Donc, vous avez Ars Moriendi entre-temps. Et puis, en fait, notre dernier épisode... Ben, on a un bilan. Là, Oui, on va faire un épisode bilan début 2018 en janvier au retour des fêtes. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions pour nous, si vous voulez nous suggérer des sujets de discussion ou autres, que ça touche le podcast en général ou des cas bien précis d'histoire de l'ère numérique qu'on a discuté dans nos 2 saisons. N'hésitez pas à nous poser ça sur le groupe de discussion sur Facebook ou sur notre page aussi. C'est d'ailleurs ma seule jalousie. Oui. Vous avez une maudite belle communauté. Ça, c'est le fun. C'est vrai. Je vois pas comment je pourrais présenter ça avec Ars Moriendi parce qu'on parle d'une époque il y a tellement longtemps. Les enquêtes sont finies depuis des centaines d'années des fois. Là. Donc, il n'y a aucune raison que je fasse ça. Mais dans votre propos, dans votre mandat, votre communauté fait tout son sens. Et c'est vraiment intéressant. Votre groupe, je l'aime. Puis tout le monde est le fun. On a souvent on part des groupes. Puis finalement, on est déçu de la réaction du public. Dans votre cas, c'est pas ça. Vous avez un public de feu. C'est tellement le fun, les conversations qui se trouvent sur votre groupe. Vraiment. Si vous n'êtes pas encore sur le groupe, là, ajoutez le groupe Distorsion, partagez vos opinions, partagez vos théories. C'est vraiment une belle communauté et il y en a très peu des comme ça au niveau criminel. C'est vraiment intéressant. Pour vrai, je suis très jaloux de votre communauté. Et Simon, il prend part parfois aux discussions. De temps en temps. Exactement. Donc, merci encore tout le monde pour votre support pour cette saison 2. On vous revient 2018. Et pourquoi pas laisser le mot de la fin à Simon ce soir? Ben pour le mot de la fin, on va se le dire, hein, je vous l'ai dit déjà, on m'appelle Monsieur Noël. Chaque gang a son Monsieur Noël. Dans ma gang, c'est moi. Croyez-moi, j'ai des soutes pour toutes les occasions de Noël, mais aussi une voix qui chante. J'ai grandi dans une chorale, donc les tunes de Noël, je les connais toutes. Fait que moi, je pense qu'un spécial de Noël n'est pas un spécial de Noël s'il ne se termine pas en chanson, et c'est pourquoi je vous offre Les Anges dans nos campagnes. Oui, vas-y, hein, on t'en retient pas. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Il reste juste 14 couplets. Berger pour qui cette fête